le temps d'écran n'est pas un critère pertinent. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez un temps d'écran et que votre gamin il est en train de faire ses devoirs et qu'en même temps il est en train d'écouter de la musique sur une des applis? Le temps d'écran il tourne et pourtant il fait que écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que ça les amène à penser, à voir? Oui, là ce sont des questions pertinentes. On peut passer 10 heures à regarder des vidéos de C'est pas sorcier, mais par contre si vous regardez 10 heures de TikTok, de vomi, c'est pas la même chose. Les influenceurs sont-ils toujours honnêtes à propos des produits qu'ils recommandent? Est-ce que vous avez déjà entendu un poissonnier dire que son poisson n'était pas frais? C'est vrai. Les groupes WhatsApp de classe, ce sont pas des groupes modérés. Les enfants peuvent s'envoyer des insultes, les parents peuvent s'envoyer des insultes aussi. Ce sont des outils qui sont très pratiques et en effet qui permettent d'avoir des groupes de discussion thématiques ou selon une communauté, avec pas zéro protection des données personnelles, mais pas loin. On est ravis de vous retrouver tous ici pour ce premier podcast avec Cyril. Cyril, bienvenue. Bonjour, merci. On va discuter ensemble d'un sujet qui intéresse tout le monde et surtout les parents en ce moment. Veille des vacances scolaires, et c'est un vrai sujet. Le temps d'écran, les écrans, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y voit? C'est un sujet évidemment éminemment important pour les familles. Les parents s'inquiètent beaucoup. Les enfants, eux, s'inquiètent moins mais vont consommer beaucoup. C'est un sujet que tu connais bien parce que du coup, tu travailles pour l'association Génération Numérique. Si tu peux nous en dire un petit mot. Génération Numérique est une asso loi 1901 que j'ai créée en 2015 et qui a pour objectif d'accompagner les utilisateurs des outils numériques, Internet, smartphones et autres, qu'ils soient de primaire, école, collège, lycée, mais aussi pour les parents, les éducateurs et les professeurs aussi. Donc, c'est essayer de donner une culture numérique à tout ce beau monde. D'accord, super projet. Donc moi je vous connais bien parce qu'on s'est un peu fréquenté, notamment quand j'ai consacré un peu de temps à l'écriture de mon ouvrage Réseaux sociaux, des conseils pratiques pour aider les ados. Donc on a échangé pas mal ensemble, j'ai vu pas mal d'interventions aussi de l'association et je pense qu'on aura pas mal de sujets à évoquer ensemble. Il y a des chances. Il y a des chances. Du coup, on a utilisé les réseaux sociaux pour lister toutes les questions qui intéressent réellement les parents. Donc on a reçu beaucoup de questions. On n'est pas loin d'une centaine. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter pour être très honnête. Mais du coup, on a 4 grandes thématiques que je vous révèle tout de suite. On a la première qui est comprendre les réseaux sociaux. C'est vrai que ça reste un peu une boîte noire pour pas mal de parents. Ils savent pas exactement comment ça fonctionne parce qu'ils sont pas experts, parce qu'ils voient des comportements et des usages différents d'une famille à un autre, d'un enfant à un autre parfois. Donc on va aborder un peu ce sujet-là. On a un deuxième sujet qui est le temps d'écran et l'addiction aux réseaux sociaux et aux écrans. Donc ça, c'est encore un vaste sujet qu'on va explorer ensemble. Le troisième thème est autour des influenceurs et des mauvaises rencontres. Les influenceurs, on en a entendu un peu parler avec les lois encadrant leur activité. Les mauvaises rencontres, c'est aussi un sujet assez important. Et du coup, le dernier sujet, qui est beaucoup remonté de la part des parents, c'est la partie harcèlement, cyberharcèlement. Celle-là que tu connais bien parce que l'association intervient beaucoup sur le sujet. C'est ça. Voilà. Eh ben écoutez, maintenant je pense qu'on a fait un peu le programme, on va pouvoir se lancer et du coup je te laisse piocher au milieu une des premières questions sur lesquelles on va essayer d'apporter une réponse claire et pertinente. Au hasard. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins éducatives? Je dirais que tout peut être utilisé à des fins éducatives, dont les réseaux sociaux. Alors, pour un petit rappel, déjà, un réseau social, nous, on l'entend avec Facebook, Insta ou autre, mais un réseau social, c'est d'abord un réseau d'humains. Et une équipe de foot, un club de danse, c'est un réseau. Donc, en fait, on vit en réseau. L'homme est un animal sociable et il a besoin de ses congénères pour avancer dans la vie. Donc, les réseaux sociaux numérique, dont l'avènement a été porté par Skyblog en 2003-4, et puis après Facebook, TikTok, Instagram et autres, sont au cœur de nos quotidiens et les utilisateurs, notamment jeunes, les utilisent. Et ces outils de mise en relation, de communication, de partage, d'information, de divertissement peuvent évidemment servir à des fins éducatives. Encore faut-il se poser la question de savoir ce que je veux apprendre à mon enfant, ce que je veux qu'il comprenne, pour pouvoir mener une action sur les réseaux sociaux. Ça peut être d'aider son parent à trouver des recettes de cuisine, à l'aider dans des tutos, grâce à des tutos sur du bricolage. En fait, il y a plein de sujets où les réseaux sociaux en particulier peuvent être utiles à tout à chacun, en famille, pour faire des devoirs, pour des activités, pour prévoir des vacances. Donc en fait, ça peut être très utile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce qui est assez négatif dans les réseaux sociaux, c'est l'excès de réseaux sociaux.
Mais aujourd'hui, il y a plein de professeurs qui utilisent cette plateforme. Et on l'a vu au moment du Covid, quand tout le monde était enfermé chez soi, il y a énormément de professeurs, de la maternelle jusqu'au lycée, qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour continuer leurs cours. Aujourd'hui, moi, je suis encore des gens qui font des contenus dédiés à l'orthographe. C'est quoi la bonne orthographe de tel mot ou tel mot? Il y a des professeurs d'anglais qui t'expliquent comment bien prononcer les mots. Et en fait, ces contenus-là, ils sont juste noyés autour de l'ensemble des autres, mais on peut réellement utiliser ces plateformes-là comme un support éducatif. C'est ça, c'est un outil supplémentaire. Il y a eu des encyclopédies, il y a eu des émissions de télé, et puis depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a quand même beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux et sur Internet en général qui sont utiles. C'est ça, le plus dur, c'est de faire le tri. Bon, on continue. Hop, je prends une autre question. Alors, mon fils utilise BeReal avec ses copains. C'est quoi exactement ? Ah, BeReal, c'est une application qui est marrante parce que elle est un peu sur le mode des réseaux sociaux, donc on est en relation avec les uns et les autres. La différence majeure, c'est que BeReal envoie une notification à un instant T à l'utilisateur qui doit faire une photo avec les deux objectifs du téléphone, l'objectif qui utilise le selfie et l'autre objectif à la fois. Donc on se prend en photo dans une situation où on voit le décor. L'idée derrière, c'est de ne pas maquiller, de ne pas retoucher les photos qui peuvent être prises comme on peut l'avoir sur les filtres Snap ou Insta où on a l'impression qu'on est bronzé, mais non, la personne elle a pris une photo où elle a ajouté un filtre faisant croire qu'elle est bronzée. Sur BeReal, comme son nom l'indique, voilà, il n'y a pas de filtre, c'est réel. Donc c'est quelque chose assez en vogue qui est à un positionnement différent de par son utilisation qui n'est pas en fait trop chronophage puisque c'est à des instants T. Alors après on peut y rester évidemment, mais c'est un positionnement différent des autres réseaux sociaux plus traditionnels comme Insta, Facebook ou TikTok ou Snap. Ouais, exactement. Et c'est un réseau social qui a le mérite d'être français. C'est des Français qui ont créé ça. Ils ont été rachetés il y a pas très longtemps par Voodoo, qui est une grosse compagnie qui fait beaucoup dans le jeu. Et la particularité de BeReal que moi j'aime bien, c'est que effectivement c'est pas faux, c'est réellement du contenu à l'instant T. Et il y a des BeReal qui sont extrêmement drôles. Ils ont fait même des awards des plus drôles et des plus impressionnants. Ouais. Et celui qui a gagné en 2023, je crois, c'était une femme enceinte qui était en train de... D'accoucher ? Non, pas en train d'accoucher. Ah bon. Non, tout de même pas. Mais qui était en examen gynécologique avec son gynéco. D'accord. Et donc, elle a fait le BeReal, on voit du coup la tête du gynéco, on voit elle, et du coup, c'est très drôle et ça a eu beaucoup de succès. Et donc, c'est une plateforme qui est assez rigolote parce qu'elle n'a pas le mode de fonctionnement des autres, elle n'est pas portée sur l'addiction à la plateforme, parce que, comme tu le disais, c'est une notification une fois dans la journée et on partage quelque chose. C'est ça. C'est le côté ludique. Il y a le côté ludique de cette appli qu'on peut ne pas retrouver dans d'autres non plus. Exactement. Et donc, pour les parents qui se posent la question de c'est quoi exactement, on vous invite vraiment à la télécharger, à regarder ce qui se passe dessus. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est assez amusant en fait à utiliser au quotidien en famille dans un cercle restreint. Oui, d'une manière générale, ce conseil il peut être donné à peu près pour toutes les applis, c'est-à-dire que en tant que parent, on n'a pas besoin de connaître non plus le détail de ce que font nos enfants sur Internet ou ailleurs, mais d'être un peu familiarisé avec les outils qu'ils utilisent, c'est quand même un plus pour pouvoir les prévenir des éventuels dangers que soi-même en tant que parent on a rencontrés en utilisant cette appli, mais aussi pour se rendre compte un petit peu du fonctionnement des enjeux. Et c'est un sujet de discussion aussi en famille. C'est aussi, est-ce que tu as BeReal ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît ? Pourquoi t'aimes ça ? À quel moment tu les fais ? Et quel type de photos tu postes ? Et ça engage une discussion sur l'éducation qu'on donne, les relations que notre enfant a avec son écran, mais aussi par rapport aux autres. Et donc, en s'intéressant aux applis sans pour autant en devenir un fervent utilisateur, on permet une discussion familiale qui est très utile dans un cadre de parentalité et qui ne se restreint pas qu'au numérique. Ouais, tout à fait. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça, parce que le constat que j'ai fait dans tous mes travaux, c'est que généralement, il y a un manque de connaissance globale de ce qui se passe. On s'arrête aux écrans en disant « Oh là là, c'est le diable, c'est pas bien », mais on va pas regarder ce qu'il y a derrière. Et justement, les applis, comme tu le dis, en fait, la mission des parents, c'est d'aller se renseigner un tout petit peu, regarder ce qui se passe, qui les utilise, qu'est-ce qu'on peut y faire, est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça ? Il y a certaines applis qui sont géniales, d'autres qui sont un peu à éviter, mais voilà, il faut essayer de s'intéresser à ce sujet-là parce que ça ouvre la discussion après en famille. C'est ça. Comme pour toutes les activités de nos enfants, en fait. Si on l'inscrit à un sport et qu'on s'intéresse pas du tout à ce sport, c'est compliqué en famille. Bah là, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Je te laisse continuer. Allez, une autre. J'ai entendu dire que les réseaux sociaux sont dangereux pour la santé. Est-ce vrai ? Ah,
On y arrive très vite. Alors déjà, la santé. La santé et l'adolescence, c'est déjà un sujet en soi. L'adolescence, donc je dois quand même rappeler que les réseaux sociaux sont normalement interdits aux moins de 13 ans et qu'entre 13 et 15 ans, un utilisateur doit avoir l'accord de ses parents. Alors, ce qui est important, c'est le normalement. Dans voilà, ça c'est la théorie. C'est le règlement général de la protection des données qui a instauré ça en 2018, si je ne m'abuse. L'idée derrière, c'est que les contenus, les interactions qu'un enfant peut avoir sur ces réseaux peut ne pas être adapté et approprié à son âge. Donc, alors de différentes manières, la mise en relation avec des inconnus qui prétendent avoir l'âge de votre enfant, mais qui ont 5, 10 ou 20 ans de plus. Ce qu'on appelle le grooming. C'est un adulte qui se fait passer pour un mineur pour appâter et discuter, voire plus avec ses mineurs. Donc, il y a évidemment une protection de l'enfant à avoir sur ses activités en général et sur les réseaux sociaux en particulier. La santé. Il y a plusieurs sujets au sein de la santé. Je vais d'abord voir la santé physique. Ouais. Donc la santé physique, c'est peut-être comme ce qu'on a connu avec l'avènement de la télévision, c'est-à-dire la sédentarité, le manque d'activité physique, le grignotage qui est souvent associé à cette sédentarité qui peut poser un problème. Comment on résout ça, en fait ? Comment un peu on l'a fait avec la télé, c'est-à-dire que, certes, on a eu des domiciles qui ont été envahis par des télévisions, parfois même jusque dans les chambres des enfants, mais en tant que parents, on avait eu cette musique très rapide en disant, bon, c'est peut-être pas une bonne idée qu'ils aient une télé dans leur chambre, et pour autant, il faut qu'ils aient des activités par ailleurs, du sport ou des activités avec leurs amis. Ça change pas. C'est pas parce que maintenant ils sont équipés de smartphones qu'ils n'ont pas besoin d'activité physique, qu'ils n'ont pas besoin d'interaction avec leur père, sur les réseaux sociaux, certes, mais aussi dans la vie hors ligne. Donc, la santé physique, elle peut être mise en péril, ou en tout cas challengée par les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'il y a des questions sur le temps d'écran, l'attention, etc., mais parce que ce sont des outils qui captent l'attention et donc le temps, mais en tant que tel, ils n'ont pas d'effet négatif. Après, toujours sur la santé physique, on peut avoir, dans la mesure où les réseaux sociaux concentrent et réunissent un ensemble d'internautes qui peuvent dire tout et son contraire, on peut avoir aussi des contenus qui sont sur la santé, c'est-à-dire proposer des jeûnes intermittents ou plus longs, ne pas boire, proposer des produits miracles pour soigner des cancers. Ça, tout à l'heure, tu parlais des influenceurs. On a un célèbre influenceur qui a proposé de la poudre magique pour soigner le cancer, évidemment, poudre de perlimpinpin. Donc ça, c'est sur l'aspect à la fois en tant qu'activité réseau social, mais aussi dans les contenus qui peuvent être diffusés. Je tiens à rassurer les parents, la publicité, par exemple, pour le tabac est interdite sur les réseaux sociaux, comme à la télévision ou dans l'affichage public. Néanmoins, des contenus publicitaires peuvent être appropriés à des adultes et pas à des enfants. C'est-à-dire que quand votre enfant ment pour pouvoir s'inscrire avant ses 13 ans sur un réseau social, il va pas forcément mentir d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Par expérience, on sait que les enfants changent de dizaines. Oui. Donc ça veut dire qu'à 11 ans, 12 ans, ils vont souvent mettre qu'ils ont 20 ans, 22 ans, et là, ils vont avoir des contenus publicitaires qui vont leur être proposés, mais qui ne sont pas appropriés à des enfants. Mais c'est normal, puisqu'on a menti sur son âge de départ. Concernant la santé mentale, là on a deux écoles presque, enfin en tout cas deux courants de pensée qui auraient presque tendance à s'opposer. D'un côté, on a les révélations qui avaient été faites par Frances Haugen, une ancienne de chez Meta, qui disait qui affirmait que les algorithmes des réseaux sociaux, et notamment c'était celui d'Instagram, mais c'est valable certainement pour les autres, avaient une influence néfaste sur la confiance en soi, surtout des adolescentes. Mais on a à côté de ça d'autres, je vais dire penseurs intellectuels du monde numérique qui disent que, en fait, les écrans en tant que tels ne sont pas la cause des problèmes, mais sont plutôt le révélateur. Oui. Par exemple, un gros joueur de jeux vidéo qui aurait tendance à s'isoler, c'est pas le jeu qui fait qu'il s'isole, c'est qu'il était plutôt
isolés au départ et ils se réfugient dans les jeux vidéo. Bien sûr. Donc voilà, il faut faire attention entre ce que ça apporte et intrinsèquement l'outil numérique et l'état d'esprit déjà à l'origine, la santé mentale, le bien-être de l'internaute. Il faut le rappeler, l'adolescence, c'est une période très difficile pour les enfants, d'une manière générale, et encore plus parfois avec les réseaux sociaux quand ces réseaux, mais pas que, les magazines de mode, les Fashion Week, renvoient des modèles de beauté, des normes de corps. Forcément, quand on voit les mannequins et quand on se voit dans la glace, on dit si ça c'est beau, moi je dois pas l'être. Et donc c'est dur quand on est ado. Quand on est adulte, c'est pas forcément facile, mais quand on est ado et qu'on est en construction, c'est encore plus difficile. Donc c'est plutôt, j'allais dire, comme tous les sujets, et je pense que ça sera le cas de beaucoup de questions, c'est pas parce que on a des questions qui sont liées à des écrans ou aux réseaux sociaux qu'en fait les réponses on les a pas dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, relativiser ce qu'on voit nous en tant qu'adultes à la télé ou dans les magazines de mode, et ce que notre enfant voit sur les réseaux sociaux parce que c'est plutôt leur média, et ben en fait on a les mêmes décalages, les mêmes biais, les mêmes stéréotypes. Et en tant que parent, on doit essayer de prévenir notre enfant que ce qu'il voit n'est pas le reflet de la réalité. C'est hors contexte, ça peut être retrouché. Voilà, c'est de faire en sorte que l'enfant vive dans un environnement, notamment numérique, compris dans sa globalité. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'aime bien le parallèle que tu fais. Il y a effectivement la santé mentale d'abord. Se construire avec des modèles et des idéaux complètement inaccessibles, des modes de vie complètement incroyables. Tous les gens sont en vacances, les influenceurs, on va en parler, passent leur vie à Dubaï, au Mexique, etc. Ça, c'est pas la réalité. Et quand on compare à notre quotidien, effectivement, ça peut créer des petits décalages. Et surtout, la santé physique. Moi, j'aime bien le fait que tu parles des contenus qu'on voit. C'est-à-dire que l'usage et l'excès de consommation des réseaux sociaux et des écrans, sédentarité, problème de sommeil parce que ça grignote du temps sur le temps de la journée. Donc, on peut prendre un peu de poids, on peut avoir des petits problèmes aux yeux aussi parce qu'on passe notre vie concentrée sur un tout petit espace. Voilà, tout ça, ça existe. Mais, comme tu le dis, on peut venir répondre à tous ces sujets-là très simplement en s'intéressant à ce qui se passe et ouvrir cette discussion et ouvrir cette boîte de Pandore en famille, quoi. Les parents s'intéressent à ce que font les enfants et on en profite pour dire il n'y a pas que ça en fait, il y a d'autres trucs à côté à aller voir, donc essayons d'ouvrir un peu le champ des possibles. C'est ça, il y a une diversité des pratiques à avoir. Une diversité des activités, même si elles ne sont que numériques, parce que on peut avoir des parents qui nous regardent et qui disent ouais, mais enfin bon, les écrans, mais une activité quelle qu'elle soit, si elle est très chronophage, elle est peut-être problématique. Si évidemment. Un gamin qui ne pense qu'à son ballon de foot et c'est bien, il fait du sport, mais s'il pense que ça, il se met lui-même aussi en isolement, peut-être par rapport à d'autres. Alors le foot est peut-être pas un bon exemple parce que c'est un sport collectif, etc. Mais pour dire que les excès, faut faire attention aux excès, à consommer avec modération. J'aime bien ça. Voilà. Et c'est là où je prends mon verre d'eau. Excellent. Écoute, je prends la question suivante. WhatsApp ou Telegram, quelle messagerie choisir en famille ? Alors le sujet des messageries, il est très intéressant et il n'y a pas que ces deux-là. Déjà, on va peut-être ouvrir par ça. Il y a plein de messageries qui existent, qui sont disponibles. Il y en a une française qui s'appelle Olvid, qui est très bien, qui est très sécurisée et qui, contrairement à WhatsApp et Telegram, permet en fait de savoir qui est sur la messagerie. C'est-à-dire que tu es obligé de scanner le code de ton interlocuteur. Donc, papa, tiens, voilà, je te partage mon code et du coup, on peut échanger ensemble. Les messages sont pas stockés et donc ça, c'est une messagerie que moi j'aime bien et que je recommande beaucoup parce qu'aujourd'hui, ils font pas énormément de publicité, mais c'est une des messageries les plus sécurisées à l'heure actuelle. Si on revient au sujet WhatsApp, Telegram, les deux sont bien. Les deux ont des soucis majeurs de sécurité. Le premier sur WhatsApp, vous devez la connaître en tant que parent, on a le groupe des copropriétaires, on a la classe, on a les parents d'élèves, etc., etc. C'est très facile de rajouter quelqu'un dans n'importe quel groupe. Je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais en réalité, en fait, ton numéro est rajouté dans des groupes de crypto-monnaies, tu viens d'hériter de je sais pas qui. Enfin, on voit passer des choses. Et il y a beaucoup de messages en chaîne sur WhatsApp qui sont partagés. Souvent avec de la désinformation à l'intérieur. C'est peut-être un sujet qu'on traitera tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, faut être très méfiant par rapport à ça. Donc, du coup, beaucoup de gens sont dirigés vers Telegram. Telegram qui a d'autres atouts, qui est très sympa, qui est très léché comme application. Par contre, il y a
fondamental de Telegram qui est très très dangereux, c'est les personnes autour de soi. Et ce truc-là, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à télécharger l'application et à regarder. Ça fait flipper. Les gens qui sont autour de toi, on va trouver que des dealers, que des propositions sexuelles indécentes, que des contenus qui n'ont rien à faire là. Et en fait, ils utilisent juste le principe de la géolocalisation de l'application. Et c'est une application qui est très utilisée par ce domaine-là, parce que c'est crypté, parce que c'est sécurisé, etc. Donc, entre les deux, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tester les deux. Par contre, aucune des deux n'est 100% sécurisée. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tout à fait. Je sais que, comme Génération Numérique travaille beaucoup en milieu scolaire, le WhatsApp, les groupes WhatsApp de classe sont légion, avec son lot de complications, parce que ce sont pas des groupes modérés. Les enfants peuvent s'envoyer des insultes, les parents peuvent s'envoyer des insultes aussi. C'est vrai. C'est aussi pas évident parce que jusqu'au mois d'avril, WhatsApp était normalement interdit aux moins de 16 ans. Donc on a une incitation de l'institution scolaire ou des profs à créer des groupes WhatsApp, mais en ne respectant pas l'âge des utilisateurs, puisqu'il y avait des groupes de classe avec des enfants qui avaient moins de 16 ans à l'époque. Mais pour dire que ce sont des outils qui sont très pratiques et en effet qui permettent d'avoir des groupes de discussion thématiques ou selon une communauté, avec pas zéro protection des données personnelles, mais pas loin. En fait, voilà, c'est votre numéro de téléphone, en fait, il va circuler. Une fois qu'il est dans un groupe WhatsApp, tout le monde y a accès et puis après, il va pouvoir circuler, être diffusé et vous allez pouvoir recevoir d'autant plus de sollicitations par WhatsApp, mais aussi ce numéro pourra être récupéré. Et si vous recevez que vous n'avez pas payé votre amende par SMS et que vous devez aller mettre votre numéro de carte bleue, c'est peut-être parce que votre numéro de téléphone a été récupéré dans une boucle. Telegram présente d'autres inconvénients et notamment ce que tu évoquais, à savoir les thèmes majeur de discussion au sein de Telegram, et on a en effet une grosse partie de l'activité de Telegram qui tourne autour de sujets qui sont plutôt délictuels. Oui. Donc la drogue et la prostitution. Et c'est pas à mettre entre les mains de mineurs, je dirais. Telegram, parce que en soi, les contenus proposés, les rencontres entre guillemets qu'on y fait, sont pas toujours de premier ordre. Donc, tout à fait. Donc, faut savoir à quoi sert le groupe WhatsApp. Je dirais aussi qu'un groupe WhatsApp, il n'a pas forcément vocation à durer éternellement. Il peut être attaché à un événement. Il peut être attaché à un espace-temps. Et donc parce que à force de conserver des fils WhatsApp pendant des années, on a des milliers de personnes qui sont susceptibles de se rajouter parce qu'on ajoute tellement facilement qu'on en perd le fil, on en perd l'essence et l'objectif du groupe. Donc c'est pourquoi faire, quel en est l'objectif et comment on fait pour le modérer. Après, en famille, c'est vrai que c'est super pratique pour l'échange de photos. Alors attention, quand on les échange via WhatsApp, elles sont dégradées. Elles sont la qualité est baissée, donc vous n'aurez pas la même qualité que si vous les envoyez d'une autre manière. Donc ça reste quand même des outils super pratiques. Maintenant, en effet, pourquoi faire et comment? Oui, et je pense que le vrai conseil, c'est faites le ménage dans vos messageries. C'est pareil sur tout votre téléphone. Toutes les applis qui sont inutiles, que vous avez utilisées une fois, vous l'avez téléchargé, on supprime parce que vos données et la place que ça prend et la consommation de données que ça génère, en fait, c'est pas utile. Donc, essayons d'être le plus propre sur notre téléphone. Déjà, ça aidera à pas mal de choses. Je te laisse continuer. Une autre question. Comment puis-je faire la différence entre les publicités et le contenu authentique sur les réseaux sociaux? Eh ben écoutez, ça c'est quelque chose que Génération Numérique enseigne aux élèves dès l'âge de 8 ans. Donc j'imagine que parmi ceux qui vont nous écouter, ils vont se sentir tout à fait capables de suivre aussi ces conseils. C'est comment on reconnaît un contenu sponsorisé, un public communiqué, une publicité dans une vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ben ça fait partie de l'éducation aux médias et à l'info. Et même si on n'a pas, nous en tant que parents, suivi de cours là-dessus, on est quand même, quand on prend un peu de recul et que vous pensez à des films grand public de type James Bond, eh ben vous allez avoir les marques de voitures qui vont être toujours les mêmes, la boisson qui sera toujours la même, l'ordinateur qui aura toujours la même marque. En fait, on a un placement produit dans la série d'année en année qui c'est pas de la publicité. Mais on vous présente, il y a le héros qui utilise un produit, une marque, et qui promeut par conséquent, grâce à son aura, grâce à son héroïsme justement, ses contenus.
C'est pas évident pour un gamin, un jeune, de repérer quand c'est un contenu entre guillemets authentique et quelque chose qui est publicitaire. Oui, la frontière devient de plus en plus fine parfois. Oui, alors néanmoins, il y a l'objectif de la loi influenceur qui a été discutée l'année dernière avec pour objectif de rendre beaucoup plus lisible, clair pour l'internaute quand c'est des contenus qui sont poussés par des marques. Mais ça, encore, c'est une bonne chose, très bien. L'utilisateur, l'internaute sera informé si c'est un contenu publicitaire. Ça se passe en France. Ça se passe sur les canaux officiels, mais c'est pas toujours le cas. Donc, oui. De toute manière, en tant que parent, on peut aussi expliquer à nos enfants que tout ce qui est dit, vu ou écrit à la télé, dans la presse ou sur Internet ne doit pas être pris pour argent comptant et on doit faire preuve d'un peu d'analyse et d'esprit critique avant de gober ou de rentrer dans cette histoire. Donc c'est globalement une histoire d'esprit critique pour savoir qui est l'auteur de la source, enfin qui est à la source de cette information, quel est son objectif avoué ou implicite, quel est l'objectif poursuivi par ce post sur les réseaux sociaux, et à partir du moment où on se pose ces quelques questions, qu'on regarde l'historique de l'auteur, on voit quel genre de post il a publié sur tel ou tel réseau social, on va avoir un environnement qui va nous guider sur est-ce que c'est quelque chose d'anonyme ou en tout cas de non sponsorisé et qui reflète le fond de la pensée de l'auteur, ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire est commerçant. Donc c'est pas évident, mais ça va le devenir de plus en plus, et que ce soit sur Internet et les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, c'est une discussion d'esprit critique qu'on peut avoir en famille et dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je donne 2 petits conseils généralement pour reprendre ce que tu disais. Regardez qui est l'émetteur du message, parce que vous allez voir de plus en plus de marques utilisent les codes des réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits. Donc des fois, c'est un peu difficile de savoir de qui ça vient, mais si vous regardez, en fait, c'était le compte de BMW ou de Danone. Ah, d'accord, j'ai compris que c'est de la publicité. Deuxième élément, c'est que si le contenu de la vidéo, il est 100% positif pour ce produit-là et qu'il est génial, c'est que il y a de très grandes chances que ce soit une publicité. Regardez tout ce qui se passe à la télé, vous n'avez jamais un point négatif qui est mis en avant. Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que soit c'est un influenceur qui est payé, soit c'est un présentateur qui est payé, et il est payé pour dire du bien de ce produit-là. Il va difficilement être très critique sur tel aspect, sur la géolocalisation de ce produit, etc., etc. Donc, c'est 2 éléments assez simples. Mais c'est un petit exercice à avoir, et des fois dans le fil, on consomme très vite ces contenus-là, on n'a pas forcément la prise de recul nécessaire, donc on peut se laisser embrouiller. Mais si vous regardez les choses froidement, un peu avec distance, effectivement vous verrez que c'est de la publicité. Ouais, en fait, c'est un conseil, prendre du temps et de la distance, c'est un conseil qui va revenir certainement souvent, parce que quelles que soient nos pratiques sur Internet et les réseaux sociaux, il y a souvent dans la captation de l'attention, on va réagir selon nos émotions, des émotions positives ou négatives, et on va être tenté de réagir immédiatement, ce qu'il ne faut pas faire. Et en l'occurrence, même sur des contenus a priori informatifs, ça peut être un contenu publicitaire qu'on aura détecté dès lors qu'on aura pris un temps, soit peu de temps pour l'analyser. Ouais, tout à fait. Prenons un peu de temps. C'est beau. Question suivante. Snapchat localisation en direct, est-ce une bonne idée? Ça dépend pour qui. Ouais, j'aime bien cette réponse. J'allais dire pareil. Pour la préfecture de police, pendant les émeutes de l'été dernier, c'était pas une bonne chose. Clairement pas. Pour les émeutiers, c'était plus facile de se retrouver. Pour les parents qui sont amis avec leurs enfants sur Snap et qui arrivent à les géolocaliser grâce à Snap, on va pas critiquer. Ils sont très contents d'avoir cette fonctionnalité. Voilà, c'est encore. La réponse va être un peu la même, je suis désolé Stéphane, mais ça dépend du pourquoi et de ce qu'on en fait. L'outil en tant que tel, il est pas mauvais, une géoloc, pourquoi pas. Mais à quoi ça sert? Pour se retrouver, c'est très pratique, mais pour faire quoi? Si c'est pour mettre le feu à des magasins, c'est pas très louable. En revanche, pour se retrouver dans un endroit qu'on connaît peu et faciliter les interactions, c'est quand même très pratique. Donc la géologue, c'est une très très bonne idée. La Maps de Snap était innovante. Ça a été les premiers à le faire de mémoire. Ils ont innové sur beaucoup de choses au Snap d'ailleurs. Ils ont été repris et repompés par les autres plateformes, ce qui montre aussi leur côté innovant.
Mais c'est donc plutôt positif, oui. Maintenant, après, évidemment, ça peut être utilisé pour agir de manière délictuelle. Ouais. Bah, moi, à titre personnel, je partage un peu mon expérience en famille. On a acheté une application qui gère l'agenda familial et qui propose de la géolocalisation. La géolocalisation ne marche pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sais que ma fille a quitté le collège alors qu'elle est déjà rentrée à la maison. Donc, la notification n'arrive pas au bon moment. Snap, ça fonctionne. Mais comme tu le dis, en fait, il faut savoir bien le gérer et bien le paramétrer. Parce que vous avez accès à cette carte. Cette carte, vous voyez vos amis et tous les contacts que vous avez. Vous pouvez passer en mode fantôme, Voilà. donc on ne vous voit pas. Et surtout, vous pouvez partager votre géolocalisation. Entre enfants-parents, ça fait beaucoup de sens. Est-ce que papa ou maman est à la maison ? Je peux le voir très facilement. Et si ma fille n'est pas encore rentrée, je peux voir où elle est. Donc, c'est un bon outil, je suis assez d'accord. Mais effectivement, il faut bien le paramétrer et savoir l'utiliser. Parce que si vous laissez le paramètre par défaut ouvert, tout le monde verra où vous êtes. Et ce n'est pas forcément une bonne idée. Tu parlais des émeutiers, il y a quelques cas de cambriolage aussi. Ah bah tiens, ils sont dans le sud de la France, tiens, on va aller visiter un peu leur appart. Il y a plein de use cases où ça marche pas et où en tout cas ça vient nous desservir. Mais si on arrive à bien prendre le contrôle de la technologie, et ça c'est un vrai élément clé, je pense que ça peut être un superbe outil. Complètement, je suis d'accord avec toi. Super. Une autre ? On est souvent d'accord, j'aime bien. Ouais, alors je sais pas, si pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est Oui. bien. Allez, une autre question. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils si addictifs ? Ah bah voilà, on a une question Voilà. sur l'attention. Super. Eh ben écoutez, alors déjà, première mise au point, on peut pas parler d'addiction aux réseaux sociaux. C'est vrai. Déjà, alors le terme addiction, c'est un terme qui est précis, médical, et donc les réseaux sociaux ne sont pas addictifs. Les écrans ne sont pas addictifs. On peut parler de problèmes d'usage, de chronophagie d'usage, mais de là à parler d'addiction, c'est pas bon. Une addiction, il y a aussi un phénomène de manque. Je l'ai expliqué en 2 mots, mais il y a un phénomène de manque. Le corps réclame. Ce qui est pas le cas sur les réseaux sociaux. Votre enfant, vous le privez de son téléphone le soir, la nuit, il va pas être en sensation de manque. Non. Il sera pas content de pas l'avoir le lendemain, par exemple, peut-être. Il sera déçu, frustré, mais il va pas trembloter parce qu'il a pas son téléphone. Donc, il n'y a pas d'addiction. En revanche, il y a des questions de captation de l'attention. C'est en fait le sujet qui est derrière cette question. C'est comment ces plateformes, ces réseaux nous captent, nous attrapent et font ce que Patrick Lelay avait expliqué à une époque en disant TF1 est là pour vendre de l'espace de cerveau disponible à ses annonceurs. Eh ben, un réseau social, c'est un service qui est gratuit. Vous ne payez pas pour accéder à Instagram ou autre. Et en contrepartie, il y a une exploitation de vos données personnelles, une exploitation de votre attention pour pouvoir diffuser des messages à caractère publicitaire, parce que ce sont les annonceurs, les marques, qui rémunèrent les plateformes. Donc, comment une plateforme fait en sorte de vous attraper et de ne pas vous lâcher ? Et ben là, on a les choses qu'on connaît tous, les notifications, par exemple. Le scroll infini, vous savez, vous pouvez descendre le fil juste quasiment, hein, vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Alors, il y en a une, mais elle est très très loin. Donc, vous avez l'impression qu'il y a toujours du contenu récent qui s'ajoute et que vous n'arrivez jamais à la fin des contenus qui sont proposés. Donc, c'est aussi un moyen des patterns, enfin des comment dire en français, des pratiques ou des chemins informatiques qui sont dessinés de telle sorte à ce qu'on reste le plus longtemps sur l'appli, qu'on n'en sorte pas. Donc, il y a des procédés qui sont algorithmiques, basés sur notre psychologie d'humain, sur des aspects cognitifs, pour faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible. Donc, un des conseils les plus concrets qu'on puisse donner, c'est de supprimer les notifications. Ça, c'est clair, net. Oui. Voilà. En supprimant les notifications, vous allez arrêter d'être perturbé. Parce que il a été montré que dès lors que vous avez votre téléphone à côté de vous, vous êtes en train d'accomplir une tâche, une mission, votre téléphone, même si il ne fait que vous notifier, vous êtes perturbé parce que vous allez vous demander quel est l'objet de la notification. Donc même si vous ne regardez pas, vous allez être malgré tout perturbé. Tenter de regarder, évidemment. Donc même si vous le faites pas, vous êtes quand même perturbé. Donc en fait, le conseil, c'est à vous d'être maître de votre consommation, des temps de consommation. Et donc c'est à vous de vous dire,
Bon, j'ai peut-être pas besoin d'être notifié par telle et telle appli. C'est moi qui irai quand je déciderai d'y aller. Et est-ce qu'il y a, alors, ça arrive évidemment, mais c'est pas le cas de tout le monde tout le temps. Est-ce qu'on a besoin d'être notifié à l'instant d'une chose sur tous les sujets, sur tout? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un caractère d'urgence à tout. Que vous soyez notifié justement par rapport à Madame de géologue où vous avez identifié que votre enfant ou de contrôle parental que votre enfant il est censé regarder telle chaîne YouTube et pas une autre à telle heure et que vous êtes notifié par l'appli qui vous dit que ok, là, il y a besoin d'une réaction, mais c'est une notification utile qui est dans le cadre d'un contrôle plus général. Mais de savoir que X ou Y a posté une nouvelle photo, ça va pas changer le cours de votre vie. Et en revanche, ça peut vous perturber. Donc, ce qui est perturbant pour nous adultes, évidemment, c'est perturbant pour les enfants et les ados qui vont être tentés d'aller voir et d'être au courant de la dernière chose. Donc, c'est là aussi où je vais revenir au même exemple, c'est faut reprendre du temps, quoi. Faut reprendre la maîtrise de ses outils et de sa consommation. J'ai peut-être à longueur de journée envie de manger un burger, mais c'est pas pour autant que j'allais à longueur de journée avoir une appli qui va me dire viens manger un burger et puis que moi je vais y aller. Donc oui, j'ai peut-être envie d'être au courant du dernier gossip qui est sorti, mais dans la mesure où ça peut, maintenant que je le sais, perturber ma vie quotidienne, peut-être que j'attendrai le soir à la fin des cours pour pouvoir regarder dans le car qui me ramène à la maison ou dans le métro si j'habite dans des zones urbaines, cette notification. Voilà, prendre du temps, prendre du recul et reprendre la maîtrise de ces consommations. C'est ça. Et donc pour faire une réponse plus courte, grosso modo, ils sont addictifs, ou en tout cas, ils vous poussent à la consommation parce que c'est leur modèle économique. Ils gagnent de l'argent avec vos données et votre temps d'attention. Et en tant que plateforme qui regroupe des millions, voire des milliards d'utilisateurs, ils ont un problème, c'est qu'ils doivent rajeunir leur audience. Donc, les jeunes qui consomment, en réalité, ça intéresse du point de vue économique la plateforme. Donc, ils mettent en place toutes les techniques que tu as évoquées, le scroll infini, les notifications, etc., qui font partie d'une nouvelle science qui s'appelle la captologie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai professeur aux US, à Stanford, qui a créé cette fonctionnalité-là, qui fait que je consomme, je vais y revenir, et c'est vrai pour les réseaux sociaux, mais c'est vrai sur plein d'autres domaines. Oui. Vous allez regarder Netflix en permanence, vous allez jouer à votre jeu sur le téléphone en permanence. Il y a des techniques derrière qui sont pensées pour que vous soyez content au début, que vous soyez vite frustré et que vous ayez envie d'y retourner. Rien n'est laissé au hasard. Il y a des milliards de dollars qui sont investis dans ces plateformes et dans ces interfaces. Donc, vous pouvez essayer de vous défendre et de reprendre le contrôle. Ça, c'est vraiment notre conseil et je le partage. Mais sachez que la partie est plus difficile qu'il n'y paraît. Les outils mis en place sont puissants et utilisent les failles de notre fonctionnement d'humain. Exactement. Donc si on n'est pas au courant du fonctionnement des réseaux sociaux, il est encore plus difficile de s'en extraire ou en tout cas de revenir à une consommation réfléchie et maîtrisée. Stéphane, je voulais aussi aborder sur le sujet de la captation de l'attention par les réseaux sociaux notamment, le point qui nous est propre en tant qu'humains, ce sont les émotions. En fait, les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à pousser les posts, les créations qui génèrent le plus d'engagement. Et ce qui génère le plus d'engagement, c'est ce qui va créer de l'émotion chez l'internaute qui va regarder ce contenu. Alors, l'exemple le plus connu, c'est les vidéos, les photos de chats. Les chatons sont les contenus, les stars d'Internet. Voilà, les stars d'Internet. Mais en fait, dès lors que vous avez des opinions très tranchées, vous avez des phrases qui font le clash, ça va créer du buzz qui va être amplifié par l'algorithme de la plateforme. Donc c'est là aussi où il y a une reprise en main de notre consommation en disant c'est pas parce que ce contenu me fait réagir, me révolte ou m'indigne ou m'attriste qu'il faut que je réagisse tout de suite. Il faut aussi prendre le temps de l'analyser pour être sûr que c'est bien une vraie info, que le contenu n'est pas détourné ou que le propos n'est pas différent. Donc faisons attention aussi à nos émotions qui ont tendance à nous faire surréagir à des choses qui sont déjà poussées par les algorithmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, c'est une excellente transition, bien joué, avec la question suivante. Quel contenu voient les enfants en ligne ? Alors, que voient les enfants en ligne ? Eh ben, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient des contenus qui leur plaisent.
Parce que le principe même fondateur des réseaux sociaux numériques, c'est de nous mettre en relation avec des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt, et de créer des discussions, des échanges entre ces communautés. Donc, les algorithmes sont faits pour repérer, analyser vos faits et gestes sur les plateformes, en analysant non seulement ce que vous faites sur la plateforme, mais aussi en analysant ce que vous faites sur les autres, parce que quand vous acceptez les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux en général, vous leur octroyez le droit d'aller vous surveiller pendant que vous utilisez d'autres applis, pour capter encore plus d'attention. Ça veut dire qu'ils sauront combien de secondes vous avez passé sur telle vidéo, sur tel contenu, si vous avez liké, pas liké. Il y avait une blague qui n'en est pas complètement une, c'était qui est vieille maintenant puisqu'elle concernait Facebook, c'était de dire au bout de 10 likes ou 10 repartages, Facebook vous connaît mieux que votre ami. Au bout de 100 likes ou 100 repartages, Facebook vous connaît mieux que votre famille. Donc en fait, ils captent tellement d'informations vous concernant qu'ils peuvent vous profiler. On l'a vu dans le scandale Cambridge Analytica qui a contribué à porter Donald Trump au pouvoir en utilisant un ensemble d'informations collectées de part et d'autre pour profiler les électeurs américains et leur servir ce qu'ils attendaient. Leur poser les questions qu'ils espéraient et leur donner les réponses qu'ils espéraient, même si c'était déconnecté du programme du candidat. Mais en tout cas, de produire de l'engagement. Donc les enfants, c'est la même chose, sauf qu'ils vont pas regarder des chatons, ils vont regarder des vidéos de danse, de sport, de bêtises, de challenge, de trucs d'ados. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça reste des trucs d'ados. Faut se montrer, faut se faire accepter par ses pairs, et parfois ça passe par des jeux stupides, des jeux parfois dangereux, mais qui sont d'autant plus répandus sur les réseaux sociaux. Donc par rapport à cette question, moi j'aurais tendance à donner le conseil suivant aux parents, c'est votre enfant, il aura la vie qu'il veut ou qu'il mène hors ligne, tous les jours. Vous allez le voir évoluer. Et il va avoir aussi une vie en ligne et qui sera pas forcément très différente, mais pas forcément pareille que celle qu'il a hors ligne. Et donc un enfant qui est poussé par le groupe à avoir des activités, un jeu plus ou moins dangereux dans une cour d'école, il pourra ne pas le subir à l'école, mais l'avoir sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est en ça où on ne peut pas s'exonérer en tant que parent de s'intéresser un minimum à ce que voient nos enfants, parce que ça peut avoir une influence sur leur comportement, sur leurs expériences. Il y a beaucoup de vidéos d'ados qui se mettent en scène en train de fumer des cigarettes électroniques, en partageant leurs pratiques, leurs découvertes, leurs expériences. Alors, on sait que c'est un âge où il y a besoin aussi de tester. Ouais. Mais encore que nous, parents, on n'est pas au courant que les petites cartouches de protoxyde d'azote qui servent à faire la crème chantilly, elle est aussi potentiellement aspirée par des enfants et peut provoquer des dégâts sur leur cerveau. Donc on n'est pas au courant, mais quand on fréquente et on va sur les réseaux sociaux, on est un peu plus au courant de leurs activités et je vais pas parler de déviance, mais en tout cas des tentations auxquelles ils sont soumis. Et les réseaux sociaux et Internet en sont les pourvoyeurs à une échelle qu'on n'a jamais connue. Exactement. Et en fait, pour répondre à cette question-là, j'ai un conseil très simple qui est regarder avec votre fils ou votre fille une fois par semaine son feed. Vous ouvrez l'application. Moi, j'ai fait l'exercice pas plus tard qu'hier en famille. On avait papa, maman et ma fille. On a ouvert Instagram tous en même temps. Et on a regardé les premiers contenus qui s'affichaient. Évidemment, ils sont ultra personnalisés en fonction de nos centres d'intérêt, tu l'as dit. Par contre, très vite, ils essayent de nous capter, donc de rester. Et donc, très vite, on voit des différences sur le type de contenu qui est poussé. Ma fille, qui a 12 ans, donc qui n'a pas encore le droit de vote, elle a été exposée à des contenus politiques. On est dans une période d'élection. Voilà, c'est le genre de contenu qui émerge. Donc, en réalité, que voient nos enfants ? Tout et n'importe quoi. Et en fait, si vous voulez reprendre la main et réussir à sécuriser et à les accompagner dans cette découverte-là, c'est à vous aussi de prendre le temps de regarder avec eux, parce que en réalité, on a chacun une expérience à part entière, ultra personnalisée, mais pas pour nous pousser la vérité ou pour faire en sorte de développer notre bien-être, juste pour capter notre attention et faire en sorte qu'on reste sur la plateforme. Donc, c'est vraiment un jeu de comment on accompagne les enfants. Et en réalité, il faut juste se poser avec eux, on regarde par-dessus leur épaule, on le fait avec eux, pas contre eux, et on leur explique et on regarde vraiment les différences.
T'as entièrement raison. L'expérience individuelle est très différente d'une personne à l'autre puisque c'est ultra personnalisé. Donc en fait, en tant que parent, on peut avoir Insta et se dire bah c'est bon, je maîtrise, je connais les codes, Oui, je vois ce qu'il y a. Mais il faut que vous puissiez prendre conscience réellement que ce que vous voyez, c'est pas du tout ce que votre enfant voit et qu'il est soumis à d'autres sollicitations que vous et d'autres contenus. Donc en fait, ne prenez pas exemple sur votre expérience personnelle parce qu'elle est totalement pas à l'opposé, mais en tout cas très différente de celle que vos enfants vivent. Donc, il est plus intéressant de s'intéresser à leur fil, à ce que eux voient, plutôt que d'essayer de tirer des conclusions par rapport à ce que je vois. exactement. Et c'est vrai sur toutes les plateformes, hein. Là, j'ai pris l'exemple d'Insta, mais si vous allez sur TikTok, sur YouTube, sur d'autres plateformes, c'est exactement les mêmes mécaniques. Et en fait, si vous prenez pas le temps de regarder ce qu'il y a sur leur écran à eux, en fait, vous savez On sait pas. Voilà. Une autre? Allez. Ah, peut-on avoir des relations saines sur les réseaux sociaux? Ah. Bonne question. Alors déjà, il faudrait savoir ce que c'est qu'une relation saine. Bon, allez, on va l'imaginer. Oui. Et bah, c'est quand même... Moi, j'ai démarré il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Mais il y a 20 ans, j'étais très en peine d'expliquer à des enfants que c'était dangereux et qu'il fallait pas répondre à des sollicitations et rencontrer des gens qu'on aurait rencontrés à travers les réseaux sociaux, alors que à la même époque, on avait déjà une ascension des sites de rencontres pour les adultes, pour qu'ils se rencontrent aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce qui est valable pour un adulte n'est pas forcément valable pour un enfant, mais ça veut dire que l'outil, il est de la mise en relation, partage avec des gens qui nous ressemblent, donc en tout cas avec qui on a des centres d'intérêt communs. Donc c'est un très bon moyen de faire des rencontres. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on répond à toutes les sollicitations de n'importe qui? Eh bien évidemment que non. Quand on est mineur, est-ce que après avoir été sollicité par X ou Y sur la plateforme A ou B, on répond et on y va? Non, parce que là aussi c'est pareil. Donc les parents doivent comprendre que vos enfants vont être potentiellement sollicités par des gens certainement très sympas, puis peut-être d'autres moins bienveillants, mais qu'il y a là aussi des conseils à leur donner si jamais ils veulent répondre à un rendez-vous et vraiment rencontrer la personne, bah, qu'ils n'y aillent pas seuls, qu'ils n'y aillent pas le soir ou la nuit, qu'ils trouvent un lieu où il y a du public. Enfin voilà, c'est de la sécurité parce que on peut pas maîtriser toutes les rencontres de nos enfants. Hein, ils vont grandir, ils vont aller en soirée, puis en soirée ils y vont avec un groupe d'amis, mais le reste, les 80% du reste de la soirée, on connaît pas les personnes qu'il y a dedans et pour autant on laisse nos enfants évoluer. Là, là c'est différent. Notre enfant peut faire connaissance en ligne avec quelqu'un, ça match, c'est super, c'est sympa, et puis bah on passe à l'étape d'après, on peut se rencontrer. Donc oui, c'est possible. Mais là aussi, en tant que parent, faut reprendre un peu la main. Et de la même manière que quand votre enfant vous dit à 12 ou 13 ans, tiens, j'ai un goûter ou un goûter d'anniversaire, en fait, généralement, les parents s'appellent ou communiquent via WhatsApp en disant il y a un anniversaire. Voilà, on va confirmer que la personne qui invite, c'est bien la personne qui est celle qu'elle prétend être et pas une autre personne. Donc les parents peuvent reprendre la main aussi. C'est ça. Et je pense que ça, c'est un des premiers filtres à faire, c'est que contrairement à la vraie vie, on voit les gens en ligne. Est-ce que c'est réellement une vraie personne, ce quelqu'un qui est en train de prendre contact avec moi? Eh ben, il faut faire un petit peu son journaliste et essayer d'aller creuser, de voir si c'est un vrai profil, s'il est actif, quel est le contenu des messages. Si votre enfant a des questions sur cette personne qu'il l'a jamais vue, jamais rencontrée, c'est un petit signal d'alarme. Tiens, il va peut-être falloir qu'on se penche un peu sur ce sujet-là, voir ce qui est demandé, quels sont les types d'échanges, est-ce qu'il y a une demande de rencontre, etc., etc. Moi, je pense que pour le coup, construire une relation saine en ligne, c'est complètement faisable. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un peu caricatural, mais qui est très vrai, c'est que Facebook a explosé dans les EHPAD. Parce que, notamment au moment du Covid, quand tous les EHPAD étaient vraiment fermés, en fait, les grands-parents, c'était un des seuls moyens qu'ils avaient de rester en contact avec la famille. Et donc, les photos des petits-enfants, ce qui s'est passé la journée, etc., c'est des relations qui sont très saines parce qu'on était dans un contexte très particulier. Donc, je pense que oui, on peut, mais qu'il y a quand même un certain nombre de garde-fous et de sécurité à avoir pour être sûr qu'on parle vraiment à une personne, parce que
tout se mélange un petit peu très vite. Alors là, je vais raconter une anecdote qui va peut-être faire peur aux gens qui nous regardent. Nous, chez Génération Numérique, on avait à une époque, c'était il y a une petite dizaine d'années, créé des faux profils d'ados. D'accord. Avec des photos récupérées sur Internet, libres de droit, et on avait créé un profil d'un garçon, un profil d'une fille, en mettant qui jouait à tel jeu ou à tel autre, voilà, un ado. D'accord. Et on avait fait le test, on avait lancé des invitations à d'autres ados. C'était plus de 9 sur 10 qui nous acceptaient sans poser une seule question. Donc on a poussé le bouchon, l'expérience, en prenant contact avec des gens qui nous avaient acceptés. Et en quelques minutes, l'adolescent qui avait été certainement séduit par la belle photo de profil d'adolescente que nous avions mis, s'est livré et a donné un paquet d'informations très personnelles. Là où il étudiait, où il était au collège, son club de sport. Donc on avait plein d'informations, pensant peut-être se faire draguer, ou en tout cas être dans une posture de séduction avec une personne de son âge, ou pas, ou peut-être c'était pour d'autres raisons, peu importe. Ce jeune ado avait donné beaucoup d'infos. Donc en fait, c'est là aussi où il faut qu'en tant que parent, on explique à nos enfants les niveaux d'amitié. Et qu'un ami de 30 ans, comme dirait Chirac, c'est pas la même chose qu'un copain de vacances. Et que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a peut-être aussi des niveaux d'information à donner qui seront différents en fonction de l'intimité qu'on peut avoir. Faut quand même comprendre que par rapport à nous, cette génération, enfin ça fait quand même depuis plus d'une quinzaine d'années, où la notion d'intimité, elle est battue en brèche avec les réseaux sociaux, mais même avant ça, et très peu avant, avec la télé-réalité. C'est Monsieur Tout-le-Monde montre qu'il est Monsieur Tout-le-monde et peut devenir une star. Comme ça, enfin une personne connue en tout cas, reconnue. C'est très pratique, c'est très sympa, mais ça a aussi son corollaire. Et en l'occurrence, on est amené, et par les algorithmes aussi, à produire du contenu, à donner de soi, mais il faut peut-être réfléchir à cette phrase, cet adage populaire, pour vivre heureux, vivons cachés. Et est-ce que les réseaux sociaux, on doit tout montrer à tout le monde, tout le temps? Ok. Moi, je suis hyper étonné de ce chiffre, 9 sur 10. Ouais, ils acceptaient, les ados acceptaient en grande majorité les invitations qu'on leur envoyait. Et vous aviez envoyé combien d'invitations, tu te rappelles? Plus d'une centaine. On faisait une centaine tous les ans. Ah ouais? Ah ouais. Ah oui, donc c'est vraiment très très large et ça marche tout de suite. En fait, mais c'est pas nouveau. Moi, je l'avais vécu dès 2004 où l'appli, enfin c'était pas une appli à l'époque puisqu'il n'y avait pas de smartphone, c'était MSN Messenger. Et une des manières de se mesurer dans la cour d'école pour les ados, c'était celui qui avait le plus de contacts. Donc ils acceptaient. Donc moi je me souviens en utilisant MSN Messenger à l'époque aussi, c'est que vous aviez une demande de contact, par défaut c'était OK. Donc vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier, c'était OK. Alors nous on avait suggéré à Microsoft à l'époque d'inverser et que par défaut ça soit refus. Bon, ça a jamais été écouté, mais ça c'était une proposition. Et donc l'idée c'était d'avoir le plus de copains sur MSN et puis après c'est devenu le plus de copains sur Skyblog et puis après sur Facebook, etc. Oui. Donc il y a cette course à l'échalote d'être le plus populaire. C'est un peu comme les Pokémon, plus t'as de cartes, mieux c'est. Voilà. Donc là faut être populaire. C'est un âge aussi de l'adolescence où on a besoin d'être reconnu par ses pairs. Donc tout est fait pour qu'ils acceptent tout et n'importe qui, et puis le copain de mon copain, c'est mon copain, et puis le copain du copain du copain, bon, c'est mon copain aussi, mais sans savoir quel est le degré de relation. Donc il y a aussi ces notions à aborder en famille, de savoir c'est quoi ta vie privée, comment tu la définis, c'est quoi ton intimité, parce que ce sont des sujets, alors là on l'abordera peut-être pas là, c'est pas, mais je voudrais ouvrir pour ceux qui nous écoutent sur cette notion d'intimité et de vie privée, elle est très importante aussi. Parce que les ados, ils vous montreront pas forcément les photos qu'ils font dans la salle de bain, mais ils se mettent en scène, ils ont besoin de ressembler aussi à des canons de beauté universels, en tout cas de leur âge. Donc les garçons, ne soyez pas surpris s'ils font de la muscu assez jeunes, parce qu'il faut avoir les tablettes de chocolat. Les filles essayent de faire des selfies dans des positions très acrobatiques, où on voit à la fois le postérieur, un peu la poitrine, la bouche. Bon, c'est très tordu, mais c'est pour se montrer sous son meilleur angle. Donc la notion d'intimité, pour revenir sur la notion d'intimité, c'est aussi ces discussions qui sont cruciales en famille pour que votre enfant ne diffuse pas des images, des vidéos de soi et qu'il ou elle pourra regretter après coup, à la suite de moqueries, de harcèlement ou de réutilisation de ces photos ou de ces vidéos
dans un cas encore ultime qui est le deepfake. Oui. Pareil, je rebondis, excuse-moi Stéphane, je Non, fais des bien, parenthèses. vas-y. Les deepfakes à caractère sexuel. Alors, deepfake, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des créations ex nihilo grâce à l'intelligence artificielle générative de l'image, son, et on peut mettre la tête de n'importe qui sur le corps de n'importe qui en train d'accomplir n'importe quel acte. Et une des craintes, enfin la crainte principale des adolescentes, c'est le recours au deepfake sexuel. Voilà. Pornographique, Donc, ouais. voilà, pornographique. Donc, moins on en met aussi, moins on est susceptible que son image elle soit réutilisée. Mais C'est vrai. c'est difficile parce qu'avec une seule image, le deepfake va pouvoir faire quelque chose de très correct. Enfin, l'IA va pouvoir faire quelque chose de très correct. Voilà, on peut pas vivre sans risque, mais encore faut-il être au courant des différents risques qui se présentent à nos enfants pour pouvoir les prévenir. Exactement. Mais il y a plein de sujets qu'on va réaborder. Je te fais confiance. On va essayer d'aller un poil plus vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Alors, tiens, question qu'on n'a pas encore abordée. Est-ce que les réseaux sociaux polluent ? Ah, alors, la question du développement durable et du numérique, c'est un vrai sujet où on a quand même pas mal de fausses idées. Néanmoins, c'est comme tout. Et tu le disais tout à l'heure à propos d'applis qui servent à rien sur notre téléphone. Il y a un principe aussi de parcimonie et d'économie. Ouais. Quelque chose qui est plus utile, et autant s'en séparer, le supprimer. Une appli sert plus à rien, elle consomme, elle capte des données. Un mail qui est là, qui a 15 ans dans sa boîte mail, qui a été lu, on peut supprimer aussi. D'éteindre sa box ou de pas mettre en veille de pas laisser en veille son ordinateur, son imprimante. Voilà, ce sont des gestes. C'est consommateur d'électricité. Donc plus on en fait, plus on consomme. Il y a des activités qui sont plus consommatrices. Le streaming, c'est ça déborde de la bande passante. Donc c'est pour ça qu'on pourrait conseiller plutôt de télécharger le film quand les plateformes et de le regarder après plutôt que de le regarder en streaming. C'est moins énergivore. Après, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a des data centers. Donc les data centers sont des énormes entrepôts dans lesquels il y a des ordinateurs qui sont des serveurs sur lesquels passent tous nos messages, nos photos, nos échanges. Ça consomme énormément d'électricité, ça génère énormément de chaleur et les professionnels ont tendance aussi à les mettre dans des zones géographiques parfois où il y a quand vous faites, si vous mettez un data center au Canada dans une zone très froide, vous n'avez pas besoin d'énergie pour refroidir le data center. Ouais. Donc voilà, donc il y a cette prise en compte. Je crois que Google avait l'objectif d'être à zéro, d'être en émission carbone, zéro. Je sais pas où ils en sont, mais c'est pour dire que c'est comme toute consommation. Voilà. Et après, il y a des choses qu'on peut en tant que citoyen faire sur sa box ou sur sa consommation qu'on fait sur le reste. Déjà, évitons de renouveler nos téléphones portables tous les ans. Ça consomme 10 fois plus que les réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Oui. Et pour le coup, il y a quelques bonnes pratiques. Effectivement, faire le tri, ça c'est clair. Si vous vous destinez à devenir youtubeur, par exemple, sachez que le plus grand youtubeur du monde, MrBeast, publie toutes ses vidéos en 1080p, il va pas chercher de la 4K, non pas pour des raisons écologiques, mais c'est juste son choix à lui. Donc, on peut faire des petits gestes qui font qu'on consomme moins. Et après, si vous consommez moins les réseaux sociaux, vous y passez moins de temps, évidemment, ça va moins consommer, moins tirer sur votre batterie, etc., etc. Donc, réponse courte, est-ce que ça pollue ? Oui, mais en vrai, comme toutes les autres activités humaines. Oui, et là où tu as raison, et il faut insister, c'est l'équipement pollue plus, le smartphone pollue plus que l'usage même de plusieurs heures par jour de réseaux sociaux. Ça, donc, ralentissons le rythme de renouvellement. Gardez votre téléphone le plus longtemps possible. Et les téléphones, je pense qu'on va y en rediscuter, parce que j'ai vu une question passer. Vas-y. Je pioche. Pioche. Alors, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés en France ? Alors, ça dépend des âges. Et des objectifs. Les réseaux professionnels qu'on connaît en tant qu'adultes de type LinkedIn ne sont pas utilisés par les enfants et les ados. Le dernier classement de Génération Numérique laissait apparaître que pour les 11-14 ans, le réseau social favori, c'était Snapchat, suivi de TikTok. Donc, il faut quand même... Donc 11-14 ans, on rappelle avant l'âge légal pour s'inscrire sur les plateformes. Et du coup, c'est les deux plateformes qui sont en tête quand même malgré tout.
Oui, tout à fait. Et Instagram en 3e position. Pour les 15-18, ce n'est plus Snap, c'est Instagram en premier. D'accord. TikTok en 2 et Snap qui passe en 3e position. D'accord, toujours le même trio à peu près. Ouais, à peu près, dans un ordre différent. Alors le classement évolue un petit peu d'année en année. On a, il faut le noter quand même, le phénomène TikTok qui a bondi en moins de 10 ans. Musical.ly d'abord, racheté par ByteDance et qui forme la société, l'appli TikTok pour nous Européens. Ça a été la croissance la plus forte qu'on ait connue, l'appli une des plus utilisées et la plus téléchargée pendant longtemps. On parlait du phénomène TikTok, tellement ça a exactement. explosé dans les cours d'école et tout, c'était incroyable. Oui, alors en plus, moi je me souviens, pareil, il y a des questions de positionnement. TikTok, ça vient de Musical.ly et au départ, Musical.ly, c'était de la reproduction de clips vidéo où on avait des internautes, souvent jeunes, qui mimaient leur chanteur ou chanteuse favorite en faisant du playback sur une chanson, puisque Musical.ly avait des accords de diffusion de musique, d'extraits, pour pouvoir faire en sorte qu'on s'entraîne et on fait des vidéos. C'est plus le positionnement de TikTok actuel, mais c'était en tout cas la genèse et une des raisons pour lesquelles le public jeune s'est aussi approprié l'outil très rapidement. TikTok a renouvelé aussi le genre en mettant à disposition de n'importe qui des outils d'effets spéciaux qui sont normalement pour des super productions hollywoodiennes. Maintenant on les a dans notre téléphone. Donc c'est une démocratisation des outils de montage qui sont phénoménaux et qui là aussi sont potentiellement capteurs de notre attention, puisque c'est quand même génialement fait. C'est super bien fait. Oui, évidemment. Ça fait partie des applications qui fonctionnent très bien. Ok, merci. Tiens, j'enchaîne. Vas-y, pardon. C'est quoi l'application Tenten ? On en a entendu parler il n'y a pas très longtemps. Une application française aussi. Oui. On parlait tout à l'heure de Biril. Là, Tenten est une application française qui rencontre un succès, je ne sais pas s'il sera de courte durée, chez nos enfants et nos ados. C'est la réinvention du talkie-walkie, à peu de choses près. Donc vous envoyez un message vocal à un interlocuteur et son téléphone va sonner et diffuser ce message, sauf à être en mode avion ou ce genre de choses où on n'est pas connecté, avec une diffusion sur haut-parleur du message. Donc c'est très rigolo, ça peut être incongru, mais c'est pas utilisé tout le temps et partout parce que imaginons 30 smartphones de gamins qui sonnent pendant l'heure de SVT. Le ou la prof va pas être forcément content d'entendre qu'il y a machin qui est arrivé là ou que truc il a fait telle chose ou que pouet camion. Non, voilà, c'est comme tout. C'est marrant, c'est sympa. Ça surfe aussi sur la vague des vocaux. La génération alors, j'allais dire, il y a déjà 4-5 ans où nos enfants et nos ados écrivent de moins en moins de textos, de SMS, de messages écrits. Ils envoient plutôt des vocaux, donc c'est-à-dire qu'ils enregistrent et après ça peut partir par les applis de messagerie privée, réseaux sociaux ou autres. Comme ça, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas non, c'est vocal, c'est oral. Il peut y en avoir, mais c'est ça. On les voit, en tout cas, elles sont pas visibles à l'œil nu, on peut les entendre. Donc ça surfe sur cette mode des vocaux qui est peut-être plus pratique que d'écrire. Et recueille un succès plus que d'estime, on peut dire. Je ne sais pas où ça va aller, c'est quand même un phénomène très récent. Oui, exactement. En fait, la grosse particularité, c'est que le message vocal est lu, comme tu le disais, à voix haute sur haut-parleur, même si le téléphone est verrouillé. Et en fait, moi, j'ai discuté un peu avec des profs, et ça les inquiète beaucoup à l'approche des épreuves de collège et de bac, parce qu'en réalité, si vous avez votre téléphone pendant l'épreuve et qu'il se met à sonner, c'est vous le responsable de l'appareil, et c'est vous potentiellement qui allez être exclu de l'épreuve. Ouais. Donc c'est une vraie mise en danger de sa scolarité. Là, c'est un phénomène tout bête. Je sais que Tenten est en train de discuter avec le gouvernement, les autorités, pour essayer de justement limiter un peu ce genre de choses et dire non, en fait, tu peux pas faire sonner mon téléphone. Mais du coup, en fait, le phénomène, comme tu le dis, c'est qu'on pouvait passer outre les sécurités actuelles du téléphone, et du coup ça a fait beaucoup rire toute une génération qui du coup s'est envoyé des trucs assez rigolos, mais à pas d'heure aussi. J'ai vu certaines vidéos sur TikTok où ça s'envoie des messages vers 23h, minuit. Ouais, alors ça c'est... dire, là, j'ai posé une question peut-être un peu provoque, mais est-ce qu'à 23h ou minuit, un enfant n'est pas censé dormir ?
Ah, il y en a un qui dort dans le lot. C'est-à-dire que c'est celui qui reçoit le message qui dort et qui se fait. Mais tu as raison. Mais l'autre, celui qui envoie, il était peut-être censé dormir. Et là, donc, je vais faire une petite parenthèse. Dans le cadre de ces activités, Génération Numérique pose des questions nombreuses aux élèves pour mieux comprendre leur pratique, leur vie numérique. Et il y a 3 questions qui concernent plutôt la famille. Okay. Et on leur demande, d'une part, s'ils ont un appareil numérique avec eux en permanence dans leur chambre. Ah, oui, Ils sont plus d'un tiers des enfants à reconnaître qu'ils ont un téléphone, une tablette tout le temps dans leur chambre. Deuxième question, qui est connexe, est-ce qu'ils choisissent les temps et les durées de connexion à Internet ou à leurs applis? Là, pareil, un tiers. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il t'arrive de te réveiller ou de rester éveillé pour pouvoir consulter, etc. Là aussi, un tiers. Donc en fait, c'est pour aussi remettre un petit peu en contexte, ouais. Dans le contexte, c'est-à-dire que vous êtes les parents, c'est à vous de décider du moment, des temps, des durées de connexion de votre enfant à cet outil qui l'ouvre sur le monde. S'ouvrir sur le monde, c'est génial, mais il y a des heures pour ça, et c'est pas sur tout le monde, et c'est pas dans n'importe quel monde non plus. Donc, que le téléphone de votre ado soit utilisé le soir, alors on peut en discuter aussi, parce que, pareil, captation de l'attention, ça... Oui, pour s'endormir, c'est pas idéal, etc. Voilà, exactement, ça réactive le cerveau, alors que un livre... une lecture en tout cas, parce qu'un livre, ça peut être aussi sur tablette, enfin sur une liseuse. Une liseuse, ouais. Va avoir en revanche un effet pas d'endormissement, mais en tout cas de calme. Donc, connaissant ces éléments-là, est-ce que en tant que parent, on doit laisser un téléphone dans la chambre de notre gosse, même s'il dort à 21h, mais il pourrait être réveillé par le ten-ten d'un autre? Ou il pourrait l'envoyer sans qu'on le sache. Donc, moi, c'est quelque chose que on a plutôt tendance à dire chez Génération Numérique, c'est qu'il y a un temps pour tout. Le dîner familial, c'est pour la famille. Et puis, quand c'est l'heure de se coucher et de se reposer, même si les ados s'endorment plus tard du fait de leur chronobiologie, c'est pas pour autant qu'on doit les laisser sur leur téléphone, sur YouTube ou sur autre chose. Voilà. Donc, ouais, il y a des moments pour tout. Exactement. Je partage totalement cet avis. Vas-y, je t'en prie. Allez. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils interdits aux moins de 13 ans? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, au départ, pourquoi 13 ans? C'est une loi américaine qui interdit aux sociétés américaines de capter les informations personnelles des moins de 13 ans. Donc, en fait, les plateformes, donc, notamment Facebook, puisque c'est le premier réseau social majeur à s'être implanté en Europe, a tout simplement calqué ces conditions générales d'utilisation sur la loi américaine qui interdisait le traitement des données personnelles des moins de 13 ans. Tout simplement. Et okay. Cet âge a été repris dans le RGPD de 2018, où on a interdit, là aussi, en Europe, on a laissé la possibilité à chaque État de choisir ses âges de majorité numérique, mais 13 ans, c'est le seuil en dessous duquel il est interdit d'être sur des réseaux sociaux, des jeux vidéo en réseau, en tout cas des plateformes qui mettent en interaction les uns les autres et qui permettent de capter de la donnée personnelle. C'est ça, c'est le commerce de la donnée personnelle qui est interdit avant cet âge-là. Donc c'est le pétrole du 21e siècle. Exactement. Bah tiens, justement, existe-t-il des réseaux sociaux pour les ados? Alors, c'est une fausse question. Parce que les ados, et je dirais même pire encore, les enfants sont attirés par les applis qui sont utilisées par les un peu plus vieux. Évidemment. Donc, on a un vieillissement des populations des utilisateurs. Donc, Facebook a été très trusté par les enfants et les ados en 2006, 7, 8, 9, 10, voit sa population vieillir. Ça a été un peu remplacé, entre guillemets, par Instagram qui voit sa population vieillir. À chaque fois qu'il y a une nouvelle appli, elle est trusté par des geeks, en tout cas des gens qui sont qui veulent découvrir. Ce sont souvent des ados ou des jeunes adultes qui donnent l'idée à la population juste en dessous, des petits frères, des petites sœurs, et il y a ce phénomène de communication presque intrafamiliale qui génère un buzz autour d'une appli. Donc en fait, il y a eu des applis faites pour des ados, mais ou des enfants. Il y a YouTube for Kids, c'est pas une appli, c'est pas un réseau social, mais vous avez
avez YouTube et il y a YouTube for Kids pour les moins de 13 ans où les contenus là ils sont verrouillés, on peut pas sortir. Oui, catalogue illimité, modéré, etc. Quel est le taux d'utilisation de YouTube Kids? C'est très très faible. Voilà, Très, très faible. votre enfant il est sur YouTube parce que vous êtes sur YouTube. Alors après, à charge à vous de lui installer YouTube for Kids, mais c'est pour dire que en fait c'est pas forcément la meilleure des réponses. Il est plus pertinent compte tenu de leur manière de faire, de leur expliquer les tenants, les aboutissants, les enjeux et les risques des réseaux sociaux, même s'ils sont pas pour les ados, donc d'Insta, de TikTok et de Snap, plutôt que d'essayer d'en trouver une qui est faite pour eux. Alors, il y en a forcément, je les connais pas toutes. Oui, moi j'avais vu, il y avait Youbo pendant un temps qui existait, qui était spécialisé, mais avec un succès aussi très limité. Français, Youbo. Voilà. Il y a Scred, qui à la base est une messagerie qui n'était pas pensée pour les ados particulièrement, mais qui a été très utilisée par les ados. C'était une messagerie cryptée où on pouvait envoyer des trucs. Mais en réalité, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est pas lié à un segment d'audience qui est les ados de 9 à, on va dire, 19 ans. Ils sont sur les autres plateformes parce qu'il y a un effet de réseau. Et si mes potes sont sur TikTok ou sur Snapchat, bah, je vais pas aller sur Youbo ou sur Scred. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors, peut-on faire confiance aux algorithmes des réseaux sociaux? Ah, alors, est-ce qu'on peut faire confiance dans... Ça dépend pourquoi faire. La recette du Coca-Cola. Bon, en fait, on la connaît pas. En fait, on connaît pas la recette du Coca-Cola. On ne connaît pas la recette et donc le détail des algorithmes. L'algorithme, hein, pour faire simple, hein, c'est les programmes informatiques utilisés par nos applis. On les connaît pas, donc c'est difficile. On peut pas faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et est-ce qu'on a besoin de les connaître? Alors, oui et non. Non, parce que j'ai pas forcément besoin de connaître la recette le fonctionnement précis du moteur à explosion pour conduire. En revanche, c'est intéressant de savoir un peu comment il fonctionne, ce qu'il produit comme problème, et de savoir comment c'est construit. Alors, comment c'est construit? C'est, par exemple, je vais reprendre l'exemple des emojis. Les visages, il y a 5 ans, les visages des emojis, ils étaient tous jaunes. Oui. Pourquoi étaient-ils jaunes? Parce que ceux qui ont créé ces emojis étaient des blancs. Et il a fallu un temps pour comprendre qu'il n'y avait pas que des blancs. Mais chez les programmateurs qui ont fait ça, ils étaient tous... Voilà, ils ont fait en fonction de leur environnement, de leur biais. Aux US, Silicon Valley, machin. Voilà. Et par rapport à nos propres biais, on fait par rapport à ce qu'on connaît le mieux. Il a fallu quelques années de réflexion en disant « Ah oui, mais il manque l'emoji peau noire, enfin des différentes nuances de couleurs de peau. » C'est ça. Donc, oui, c'est important de comprendre que c'est biaisé, que c'est pas parfait, et de comprendre en quoi c'est biaisé pour nous-mêmes ne pas nous faire avoir. Donc en fait, les algorithmes sont une recette magique qui nous paraît magique et qui est très complexe. Et là aussi, on a des alertes nous disant que des plateformes perdent le contrôle sur leurs algorithmes et qu'ils ont perdu la main sur... ils savent pas où ça va nous emmener. Oui. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi l'algorithme me pousse tel contenu, s'adresse à moi de telle manière, me met en relation avec telle personne, et on a les résultats de l'algorithme. C'est en ça, en prenant ce recul, où on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, comme par hasard, j'ai fait une recherche dans mon moteur de recherche favorite sur une paire de baskets, et dans l'heure qui a suivi, j'ai mon réseau social favori qui m'a envoyé une pub sur cette belle marque. C'est bizarre. C'est fou. Oui, bah voilà. Il y a les données qui sont utilisées par les uns et par les autres qui permettent de profiler, et l'objectif, c'est de vous vendre de la camelote à un moment ou à un autre, puisque il faut qu'il y ait l'annonceur qui propose et qui fasse la publicité sur le réseau pour pouvoir le faire vivre. Et c'est pour ça que moi, je précisais pourquoi faire, parce que si la mission de l'algorithme, c'est de vous faire rester sur la plateforme, oui, il va le faire, parce qu'il a été programmé pour ça. Un algorithme, c'est rien que des mathématiques. Donc, c'est une suite d'opérations, il dit oui, il dit non. C'est très binaire comme logique. Et du coup, le but du jeu, c'est de vous faire rester très longtemps. On revient sur cette notion de captologie. L'autre élément à prendre en compte, est-ce que vous pouvez faire confiance à l'algorithme pour vous pousser forcément le meilleur contenu pour vous ou la vérité? Là, clairement non. Clairement non, parce que l'algorithme, comme tu le disais plus tôt, il va vous pousser les contenus les plus extrêmes, ceux qu'on fait réagir, ceux dont vos potes ou votre communauté est en train de parler.
c'est pas forcément la vérité. Parce que l'algorithme, il va pas chercher à regarder ça, il va juste regarder le temps que dure cette vidéo et combien de temps vous la consommez. Donc, il a une logique 100% mathématique et du coup, il faut avoir conscience de ça parce que, évidemment, sa mission à lui, il va très bien la faire. C'est comme un cuisinier, il va vous faire rester à table et il va vous nourrir, mais vous allez frôler l'indigestion à un moment donné. Donc, il faut éviter de lui faire confiance à 100%. Alors, il va vous nourrir, mais il va vous nourrir avec toujours les mêmes aliments. Faut se rappeler aussi que le réseau social, il est centré, il va vous produire des contenus, il va vous proposer des contenus qui sont raccords avec vos centres d'intérêt. Ouais. Donc, c'est pas du tout l'endroit où on va trouver une opinion divergente qui va être proposée par l'algorithme. Donc, quand on veut se faire un vrai avis, il faut sortir en fait des réseaux sociaux pour aller faire une recherche par ailleurs, parce que là, l'algorithme reprend aussi un de nos défauts humains, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance humaine inconsciente, non maîtrisée, qu'on va plutôt croire les choses qui vont dans notre sens et qu'on avait tendance à croire au départ. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur vos réseaux sociaux favoris, vous avez l'impression que tous ceux avec qui vous discutez ont les mêmes avis, les mêmes goûts ou les mêmes opinions politiques. Mais en fait, c'est parce que les algorithmes ont eu tendance à vous regrouper. Si vous voulez avoir un son de cloche un peu différent, même un tout petit peu, faut en sortir. Faut faire l'effort d'effectuer une recherche par soi-même pour être confronté à quelque chose de différent. Donc il va vous nourrir, mais toujours avec les mêmes aliments. On va frôler l'indigestion, voire même les carences par rapport à d'autres contenus qui seraient complémentaires et utiles pour notre santé. C'est ça, donc reprenez le contrôle de votre régime alimentaire. Mais encore faut-il que tout à chacun puisse être conscient que les algorithmes poussent les contenus qui nous plaisent. Point. Donc il faut aller chercher la contradiction par nous-mêmes. Exactement. Avant-dernière question de ce chapitre, c'est quoi Snapchat My AI ? Ah, intéressant. Alors, l'intelligence artificielle de Snap est à la portée de tous nos enfants, tous nos ados qui ont installé Snap. C'est une IA générative, un chatbot. Voilà, une discussion avec les internautes, les utilisateurs de Snap, et qui répond à tout ce que une IA peut répondre, c'est-à-dire à peu près à tout, sans qu'on puisse vraiment lui faire confiance non plus. Exactement. Parce que rappelons comment fonctionne une IA générative. Une IA générative, pour faire simple, c'est un programme entraîné sur une base documentaire, une base de documents, de vidéos, de plein d'éléments, qui va par conséquent se faire un avis sur plein de sujets, et qui va utiliser des probabilités pour assembler des mots les uns avec les autres. C'est un peu comme ça que fonctionne ChatGPT, en disant si le premier mot que j'utilise c'est je, peut-être que derrière ça va être suis et pas je somme. Voilà, donc il y a aussi une probabilité pour un enchaînement de mots qui vont construire la réponse sur une base de données. Mais la base de données, elle est perfectible parce qu'elle n'est pas universelle. 2, le choix des mots est peut-être une réponse en fonction de ce qui est donné, mais est peut-être éloigné de la réalité. Donc, une des questions qui a été corrigée, qui sert d'exemple, c'est comment, quand on pose la question à une IA générative, comment fait-on pour récolter les œufs de vache ? Il y a une réponse. Oui. Voilà. Logique. Il y a une réponse. Mais avec un peu de recul, on se dit les œufs de vache. Bon, donc c'est en ça où elle apportera une réponse. De là à ce que ça soit vraisemblable ou pas, c'est là où il y a un autre travail à faire de résumé. Donc My AI est une IA générative, un chatbot, un robot de discussion intégré à Snap et largement utilisé par nos ados. C'est ça. Et en fait, avant même qu'ils utilisent un ChatGPT ou un autre outil, dans Snap, c'est intégré, c'est gratuit. Donc, les jeunes ont plutôt tendance à l'utiliser. Donc après, vous pouvez regarder un peu les conversations. Ça va pas normalement. C'est assez sécurisé, mais il faut toujours se méfier. Vous pouvez essayer de regarder un peu ce qu'il raconte à votre enfant. Mais c'est leur première expérience avec cette intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler. Donc, c'est une première découverte pour eux et c'est assez intéressant qu'ils utilisent la technologie comme ça. Personnellement, je ne sais pas si c'est très utilisé par beaucoup d'adolescents. Tous ceux avec qui j'en ai parlé m'ont dit « oui, je l'ai testé une fois ou deux ». C'est ça. Mais ils vont pas plus loin que ça. Ce qui est peut-être très sain, d'ailleurs, comme comportement, mais je serais curieux de savoir s'il y a parmi les enfants de ceux qui nous regardent
des addicts à Snap My AI qui consomment ça en permanence. Non, alors, il y a eu une récente étude qui a été menée par Milan Press sur l'intelligence artificielle générative et les jeunes, et la perception que les jeunes en ont, c'est très partagé en fait. Et on a beaucoup d'enfants et d'ados qui sont préoccupés par ce que ça va générer, mais aussi en termes de remplacement d'emploi. Donc ils ont des questions, okay. Ouais, ils ont des questions d'avenir. Ils savent pas trop. Alors déjà, ils savent pas comment ça fonctionne. Ils peuvent avoir tendance à croire que c'est une boîte magique dans laquelle on pose une question et j'ai la réponse, alors que c'est une agrégation de réponses potentielles mises en forme. Donc ils ont une vision qui est trop superficielle pour en avoir un avis. Enfin, en général, je parle, c'est pas le cas de tous les enfants et tous les ados, mais en moyenne et en général, ils ont une vision qui est trop superficielle de l'intelligence artificielle générative pour bien en mesurer les effets. D'accord, ok. Les deux dernières questions, je te les pose comme ça, on les a. On va parler argent. Est-ce que c'est vrai que je peux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Et deux, comment TikTok gagne de l'argent? C'est deux questions qui sont très liées. Tu peux peut-être répondre sur TikTok. Ouais, alors l'argent et le numérique, c'est un peu... J'allais dire, c'est un peu l'espoir fou d'une deuxième génération d'adolescents pour laquelle le métier favori est devenu youtubeur. Voilà. Ouais, ou influenceur. On est passé d'infirmière à astronaute à youtubeur parce que ça donne pas l'impression d'être un métier. Parce que c'est fou, quand on suit ces youtubeurs, instagrammeurs favoris, ils sont tous, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont tous en vacances, ils sont tous beaux, ils font des manucures ou ils sont chez le coiffeur. Enfin, ils vivent une vie de vacances à longueur d'année. Donc c'est vrai que ça peut donner envie. On va parler d'eux juste après, justement. Ouais, d'accord. Et on se dit, comment ils en vivent? Donc, ce sont les hommes sandwich du 21e siècle, ces influenceurs. Ils sont plus dans la rue avec des panneaux et des pancartes pour vendre tantôt une saucisse ou un journal, mais ils sont leur audience est sollicitée par les marques et les annonceurs pour pouvoir proposer et vendre des services ou des produits. Donc ça, c'est un moyen évidemment de gagner de l'argent, c'est de se vendre, de vendre son image et sa communauté. Il y a aussi une rémunération au clic. Et donc l'audience peut, par exemple sur YouTube, générer, mais pas que sur YouTube, sur toutes les plateformes, peut générer des revenus à l'internaute. Alors attention, c'est pas des millions, c'est très, pour la grande majorité des internautes, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule, c'est symbolique. C'est des dizaines d'euros par mois. Il y a quelques grandes stars. C'est un peu peut-être comme le sport de haut niveau, quoi. Voilà, on a quelques grandes stars qui prestent des millions, et puis on a le grande partie des utilisateurs ou des joueurs qui vont avoir rien ou pas grand chose, mais faut pas espérer pouvoir en vivre parce que pour arriver à un stade de notoriété, ça se fait pas comme ça. Et puis après, il y a les méthodes qui sont mises en place par des applis pour pouvoir collecter ou récolter de l'argent, des ventes au sein des applis. Donc là, en ce moment, on a une suspicion que TikTok essaye de passer outre l'Apple Store en mettant en relation directement l'internaute que je suis avec une marque sans passer par l'appli et l'Apple Store pour ne pas reverser les 30% de commission à Apple. D'accord. Donc, en fait, ils génèrent ces plateformes génèrent du lead, des liens entre un internaute et puis une marque pour aller acheter un produit, un service ou autre. Donc voilà les grandes manières de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est très, ça peut faire rêver, ça en fait rêver, mais ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière parce que avant de faire une émission sur YouTube de quelques minutes, il y a quelques heures de travail. Il y a de nombreuses heures de travail, d'écriture, de scénarisation, de décor, de film, de montage, de publication, de trouver une ligne directrice éditoriale. Enfin voilà, donc c'est un vrai métier qui s'apprend certes, mais c'est pas en claquant des doigts. C'est pas parce que j'ai fait ma vidéo quand j'avais 8 ans en me filmant en train de faire la course de mes petites voitures, qui existe, je l'ai vu, que je suis un youtubeur qui va avoir 50 millions de fans et gagner beaucoup d'argent. Ouais, évidemment.
Évidemment, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'être célèbre et d'avoir du succès sur ces plateformes. Ce qui est vrai, par contre, ce que tu dis, c'est que toutes les plateformes aujourd'hui jouent le jeu et que du point de vue des plateformes, qu'on prenne Snap, TikTok, Insta, Facebook, YouTube, elles ont toutes le même problème, c'est que leur plateforme ne sert à rien s'il n'y a pas les bons contenus. Donc elles mettent en place des créateurs programmes où elles reversent beaucoup d'argent à des créateurs triés sur le volet. Donc c'est pas tout le monde qui prend sa part du gâteau, hein, c'est vraiment ceux qui sont plutôt en haut de la pyramide. Mais par contre, eux arrivent à très bien en vivre et effectivement, ça peut faire rêver. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même quelques années de pratique et de galère derrière. Donc avant de vous lancer dans cette carrière-là, tester des choses, essayer de regarder. Ça peut être très marrant, créativement parlant, de tester des contenus. Mais essayer de garder les pieds sur terre aussi, c'est pas mal. Oui, pour faire une autre analogie, on a pu espérer devenir chanteur ou acteur, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Voilà. On peut se débrouiller devant un karaoké ou pour le bal du samedi soir, mais de là en faire carrière, c'est un autre cap. Exactement. Écoute, nouveau jeu de questions. Vas-y, je t'en prie. Alors là, on est sur On part sur l'influence et les mauvaises rencontres en ligne, parce qu'on a traité un peu le sujet des temps d'écran et d'addiction. Donc, on passe sur celui-ci. Quels sont les influenceurs à éviter sur les réseaux sociaux ? Alors, on va pas les nommer. T'as évoqué la santé déjà ? Ouais, voilà. On va pas nommer des influenceurs parce qu'il y en aurait trop à nommer. Oui. En fait, c'est plutôt les dangers auxquels, surtout nos enfants, nous en tant qu'adultes, faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des charlatans, il y a des gourous, il y a de la dérive, même pour nous adultes, mais je pense plutôt d'abord aux mineurs qui n'ont pas notre sagesse et notre esprit critique. Les influenceurs qui montrent une vie qui n'est pas la réalité sont un réel problème parce qu'ils c'est d'une manière implicite. Ils insinuent que la vie est facile, que grâce à Internet c'est facile, et que les réseaux sociaux c'est super, et qu'on est tous beaux, tous gentils, et qu'il faut les aimer et puis les liker. Les success entrepreneurs, quoi. Oui, et avec quoi derrière ? Voilà. Souvent des coquilles vides. Marie Curie, elle doit se retourner dans sa tombe de ce côté parce que eux, ils sont loin d'avoir le prix Nobel. Donc, c'est plus sur le contenu. Maintenant, le divertissement, on en a besoin. C'est le repos de l'intelligence aussi. Donc, on a besoin de se divertir. Donc, je ne tirerai pas à boulet rouge ni sur un influenceur, ni sur une télé-réalité, ni sur quelque autre programme de divertissement parce qu'on en a besoin. Maintenant, il y a une part à garder de contrôle en se disant bon, ça c'est bon, j'ai regardé ça quelques instants, ça m'a fait j'ai rigolé, il me fait rire, ils sont vraiment trop nuls, ils parlent pas bien, bon, tout ce qu'on veut, mais c'est de quand même avoir conscience que dans leur manière de faire, ils vivent grâce à ce qu'ils vont vous vendre. Donc c'est être conscient qu'il y a un moment ou un autre, vous êtes la cible de l'influenceur. Hein, il s'adresse à vous non pas parce qu'il vous aime, mais parce que vous êtes une cible potentielle pour l'annonceur qui le rémunère et grâce auquel il a la vie qu'il mène. Donc, l'influenceur, déjà, moi, le terme influenceur me dérange, parce que influencer, c'est pas quelque chose de très positif. Ouais. Voilà, je préfère le terme créateur de contenu. Même si dedans, il y a... C'est deux catégories différentes. Voilà, mais à la limite, j'allais dire, c'est plus noble d'être créateur de contenu que d'influenceur, parce qu'influenceur, on est vraiment cet homme sandwich dont je parlais tout à l'heure. Après, il y a des sujets qui peuvent être particulièrement dangereux ou en tout cas problématiques sur les réseaux sociaux. Ça va être tout ce qui est lié à la santé, au corps. Où là on va avoir beaucoup de dérives, on a une explosion par exemple de la rhinoplastie, donc l'opération chirurgicale du nez chez les adolescentes. Okay. Parce que à force de se faire des selfies, on se rend compte qu'il est trop gros. Ah ouais. Oui, mais alors il y a des questions d'optique, c'est vous parlez à n'importe quel photographe, l'objectif il déforme. Et donc quand on a un selfie à 70 cm, ce qui est à peu près la taille de mon bras, je pense, ça déforme mon nez de toute manière de je crois 17% avec l'angle qui est ouvert. Donc si vous faites un selfie, vous avez l'impression de vous voir, mais vous voyez déformé. Donc si vous jugez de votre beauté en fonction de ce que vous voyez, ce qui est malheureusement le cas souvent, vous allez vous dire, non, j'ai mon nez qui est trop gros, faut que je le fasse. Oui, mais non, en fait, il est pas trop gros, c'est l'image qui est prise qui fait qu'il est. Bien sûr. Ouais. Donc on a ces écarts qui font qu'on a des modes, donc je vous dis, une explosion de la rhinoplastie chez les adolescentes. Il y a d'autres, une chirurgie esthétique d'une manière plus large.
T'as Le les bien-être, donc la nourriture, Ouais, les régimes miracles. compléments alimentaires, les régimes miracles qui sont là aussi peuvent être destructeurs. On a aussi des dérives sectaires parce que c'est souvent lié New Age, on embrasse les arbres et j'ai rien contre embrasser les arbres. Bon, enfin, faut pas dire que ça soigne un cancer. Ça peut être agréable, hein, ça peut, mais de là à dire que ça peut remplacer une thérapie conventionnelle, non. Mais ce sont parfois des chemins pour embrayer sur une captation là, non pas de l'attention, mais une captation de type sectaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu se développer au cours des 7-8 dernières années. Okay. On a la chance en France d'avoir un organisme qui s'appelle la Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires et qui est très au fait des dérives potentiel des influenceurs créateurs de contenu bien-être notamment, ou pseudo-religieux, ou pseudo-santé, et qui peuvent conduire à des arnaques. Ça, on perd de l'argent, c'est triste, mais il y a plus grave mais on a eu quand même des personnes qui sont décédées à la suite de stages de bien-être. Donc c'est en ça, c'est les influenceurs, c'est un des contenus proposés sur les réseaux sociaux, et de la même manière qu'on le disait tout à l'heure, en invitant les parents à regarder ce que font leurs enfants et ce qu'il y a sur leur fil, et par rapport à ce que nous avons nous sur la même appli, on n'aura pas la même chose. Et ben c'est aussi de discuter que tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas à croire, et que on est toujours là de toute manière pour écouter et répondre aux questions de nos enfants s'ils sont interpellés, choqués ou par un contenu qu'ils auront vu sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a pas mal d'influenceurs à éviter. Pareil, je vais pas donner de nom, mais tout ce qui concerne la santé, les régimes miracles, les routines, le sport extrême aussi, ça on en voit beaucoup. Tout ce qui va concerner la finance, comment gagner de l'argent en 2 secondes et devenir influenceur hyper pertinent, ça vous allez en voir plein. Investissez dans les cryptos, utilisez mon schéma d'investissement. Tout ça, c'est vraiment des influenceurs qui vivent, comme tu le dis, de leur activité d'influenceur en vous faisant dépenser votre argent à vous et donc potentiellement celui de vos enfants dans des programmes qui ne servent à rien. Donc tout ce qui est success entrepreneur, etc., vraiment être très attentif à ça. Tout ce qui est beauté, chirurgie esthétique, tu vois, j'étais pas au courant de cette mode de la rhinoplastie, mais clairement, il y a des vrais sujets et des vraies catégories à faire attention. Et faut pas non plus négliger certains influenceurs un peu mainstream, des grands influenceurs qui investissent dans parfois des projets un peu douteux ou qui sont là pour faire la promo d'une marque sans vraiment le dire. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Insta, je vous engage à regarder Balance ton influenceur, qui est un compte dédié, qui est animé par une agence d'influence justement, qui fait de l'influence éthique et qui vient justement chatouiller un peu les influenceurs sur des pratiques qui sont de l'influence déguisée, des prises de parole ou des placements de produits qui sont pas réellement valables et légaux, entre guillemets. Et donc, il y a aussi dans ce monde-là de l'influence vraiment besoin de faire le tri entre un bon influenceur et un mauvais influenceur. Et c'est souvent très difficile à faire. En fait, après, c'est comme dans la vie de tous les jours. Est-ce que quand vous êtes malade, est-ce que vous allez taper à la porte de l'épicier? Non, vous allez chez un médecin. Donc là, n'attendez pas d'un influenceur crypto aujourd'hui, santé demain, sport après-demain, parce qu'il a plusieurs ans, d'être un expert et du conseil. Donc il y a ce travail de source à faire. Qui est-ce qui me parle? Alors, nous, adultes, on peut réfléchir. Non pas que les enfants ne peuvent pas réfléchir, mais ils vont pas avoir ce bon sens ou ce recul. Donc, c'est aussi à nous de leur dire, qui te dit ça? C'est quoi son métier? Quelle est sa qualification? Quel est son degré de compétence pour te parler de santé ou de sport ou quoi? Donc, voilà, c'est aussi d'éclairer d'une manière un peu plus large nos enfants sur qui vous parle, pour vous dire quoi, dans quel objectif. Et à partir de là, ça s'appliquera surtout. Évidemment. On continue. Alors, on continue sur les influenceurs. Comment les influenceurs choisissent-ils les produits ou services qu'ils promeuvent?
Parfois c'est l'inverse, hein. C'est les produits ou les services qui viennent les chercher. Exactement. Ça va dépendre du degré de notoriété. C'est un peu comme les acteurs, hein. Quand on est un acteur reconnu, on choisit les scénarios et on en refuse et on en accepte. Et puis quand on est moins connu, on accepte ce qui se présente parce qu'il faut bien manger. C'est ça. Et là, les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est pareil. Ils peuvent accepter des choses parce qu'il faut vivre. Et puis il y a des marques qui les font plus rêver et pour lesquelles ils vont accepter de se vendre aussi. Donc là, non, c'est vraiment une question de l'offre et de la demande. Exactement. Et il y a que eux qui font ce filtre-là. Il y a personne d'autre pour leur dire oui, je fais une collab avec telle marque ou pas telle autre. Et généralement, c'est packagé d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un joli email avec des pièces jointes, etc. On va pas leur mettre le nez dans ce qui ne va pas sur ce produit-là, qu'il soit fabriqué à l'autre bout du monde, qu'il soit complètement naze, en plastique, pas du tout recyclé, etc. L'influenceur, s'il fait pas ce travail un peu de journaliste, en fait, il le saura pas et potentiellement, il va faire cette collab parce qu'elle est bien payée, parce que justement, il a besoin de manger aussi, hein, ça arrive. Donc voilà. C'est pas son métier d'être journaliste d'ailleurs. Lui, il est pas Exactement. là pour ça. Hein. Il est pas là pour vérifier il est là pour faire de la pub. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il mélange un peu au lieu d'avoir un spot télé où on va avoir une agence qui va créer un script pour passer un message avec des acteurs. Lui, il fait tout. Voilà, son agence et lui vont tout faire pour pouvoir sur sa notoriété, sur sa sympathie, sur sa bonne tête, sur les qualités que tout à chacun trouve à cet influenceur, vous vendre quelque chose quand même, hein, de toute manière. À la fin, c'est le but. Tiens, rigolo. Quelle plateforme paye le plus les créateurs de contenu ? J'en ai aucune idée. Alors, moi, je peux te le dire. Ouais, je peux te le dire. En fait, grosso modo, il y a deux façons d'être rémunéré. Il y a soit l'influenceur, et du coup, c'est la marque qui fait un contrat en direct avec la personne. Et donc là, on n'a pas la visibilité là-dessus, parce que les contrats sont toujours secrets, il n'y a jamais de révélation. Par contre, sur la partie créateur programme, donc une marque, une plateforme, que ce soit YouTube, TikTok, Snap, partage une partie du revenu publicitaire avec le créateur. Ça existe. Et le chiffre, on n'a jamais le chiffre finalisé, mais on a les pourcentages. Aujourd'hui, Facebook partage 55% du revenu qu'elle capte sur la publicité avec son créateur. TikTok est autour des 50%, je crois, ou 60%. Snap doit être à peu près dans les mêmes eaux. Donc, c'est assez similaire. Par contre, je tiens à dire, ça ne veut pas dire de combien vous allez gagner. C'est pas parce que vous avez fait 100 vues, parce que ça, c'est un des vieux mythes qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai fait 1000 vues, donc je vais gagner 50 €. Absolument pas. Ça dépend de plein de choses. La qualité de votre contenu, le fait que des gens regardent ou pas, qui sont les gens qui vont regarder, est-ce que c'est des gens avec un pouvoir d'achat ou pas, etc., etc. Donc, au final, est-ce que l'opération est positive pour vous ? J'ai pas la réponse. Mais du coup, qui partage le plus ? Aujourd'hui, c'est à peu près ces plateformes-là. Merci. J'ai appris. Je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Alors, celle-ci, les influenceurs sont-ils toujours honnêtes à propos des produits qu'ils recommandent ? Je vais répondre par une question. Dans la mesure du possible. Je vais répondre par une question. Est-ce que vous avez déjà entendu un poissonnier dire que son poisson n'était pas frais ? C'est vrai. Écoute, question suivante. Moi, ça me suffit. Comment puis-je expliquer à mon enfant l'importance de la critique et de la réflexion face aux recommandations des influenceurs ? Oula. Ah oui, donc c'est un enfant exposé à des contenus d'influenceurs. Ok, comment on arrive à mettre des barrières ? Alors, dans ce cas précis, moi, j'aurais tendance à avoir un réflexe ce qu'on appelle, nous, l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire, on a une vision, une opinion qui est donnée par l'influenceur, mais c'est d'aller chercher d'autres visions, d'autres opinions ailleurs, pour confronter les points de vue et se faire son propre avis. Donc, c'est pas parce que l'influenceur a dit 99 choses qui étaient très bien pertinentes, intelligentes, structurées, qu'il s'est pas trompé sur la 100e. Donc, on ne peut pas non plus faire confiance absolue à qui que ce soit. On peut avoir des degrés de confiance relatifs. Donc, c'est d'aller challenger, défier ce que les influenceurs peuvent dire par d'autres sources et à la limite, si c'est avec un enfant ou un ado, aller chercher des sources, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, avec lui, sur d'autres plateformes, pour avoir des avis qui soient peut-être, sinon contradictoires, en tout cas complémentaires. Oui, je suis complètement d'accord. Et si votre enfant, justement, est vraiment fan de cet influenceur-là, qui suit absolument tout ce qu'il fait, c'est très bien. Par contre, au moment où il y a une action qui est demandée d'aller sortir sa carte bleue, etc.,
Là, il faut prendre du recul parce que effectivement, c'est quelqu'un qu'on suit, qu'on aime bien, qui est amusant et qui fait un peu partie de notre écosystème parce qu'on le voit tous les jours sur notre plateforme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a la vérité absolue. Donc, essayez de séparer l'influenceur du commerçant, entre guillemets, pour faire la part des choses. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Je suis d'accord. Allez. Les influenceurs ont-ils des obligations légales en matière de transparence publicitaire ? Ah, oui. Alors, la question, elle est à la fois simple et je suis pas sûr d'être à jour. Donc, il y a eu la loi portée par le député Stéphane Vogetta sur l'influence qui a été travaillée pendant toute l'année 2023, qui avait pour vocation notamment à une plus grande transparence sur les contenus publicitaires. Sauf qu'il y avait d'autres dispositions dans cette loi et je ne sais pas dans quelle mesure elle n'a pas été partiellement ou totalement retoquée au jour où je vous parle. Donc, alors, on va partir de l'hypothèse que la loi n'est pas en cours, où elle a été, elle demande, il y aura des modifications. Si c'est pas le cas, ça devrait l'être. Parce que on est vraiment dans un cadre de régulation par les pouvoirs publics d'activités commerciales sur les réseaux sociaux ou dans le numérique. Et on a quand même la chance d'être en Europe dans un environnement qui est plutôt le mieux régulé au monde sur ces questions-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un trou dans la raquette actuellement sur les obligations légales, le trou ne va pas être éternel. Donc, ils vont avoir, si ce n'est pas déjà le cas, des obligations de transparence pour afficher que c'est tel contenu ou tel contenu a bien été sponsorisé. C'est ça. Sur Instagram, généralement, vous voyez post sponsorisé ou collaboration avec telle marque. Ça veut dire que ça fait partie d'un partenariat rémunéré. Je crois que d'ailleurs, la mention est ajoutée aussi. Si vous la voyez pas et que pour le coup c'est un partenariat rémunéré, l'influenceur lui s'expose à des sanctions. Donc généralement c'est mis en avant, mais évidemment il y a toujours des petits malins qui vont essayer de masquer un peu la chose. Donc soyez vigilants. Mais voilà, a priori vous devriez être capable de voir. Si c'est pas le cas, ça le sera. Exactement. Comment les parents peuvent-ils surveiller les influenceurs que suivent leurs enfants ? Et bien là, j'ai envie de dire, on va revenir au conseil de tout à l'heure. Vérifiez une fois par semaine avec votre enfant ce qu'il suit et ce qu'il voit sur les réseaux. Parce que, comme tu le disais, en fait, un influenceur, du jour au lendemain, il peut changer de catégorie. Ça pouvait être un créateur qui faisait du sport et tout d'un coup, il fait de la beauté ou de la chirurgie esthétique. On n'a pas moyen de les suivre. Il n'y a pas un vrai... soit outil, soit institut qui dit tiens, tel influenceur, lui, il est qualitatif, il y a une charte, il la respecte, etc. C'est un peu le Far West aujourd'hui, pour être très honnête. Et il n'y a pas vraiment de possibilité de le suivre. Donc, à moins de discuter de qui sont les créateurs de contenu que suit votre enfant, je vois pas d'autre solution. Non, tu as entièrement raison. C'est comme un enfant fan de foot qui adore telle star et qui va la suivre. En tant que parent, on est peut-être plus sensible à ce sport et puis c'est pas que en ligne parce que je suis au courant de l'actualité du club, etc. Mais en fait, c'est la même chose. Il est fan d'une personne, d'un influenceur, d'un créateur de contenu. Mais pourquoi ? Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît ? Combien de temps tu y passes ? Mais quel genre de vidéo ? Parce que tout ce qui est produit par cet influenceur ne plaît pas à votre enfant potentiellement. Il peut y avoir des choses qui lui plaisent et pas d'autres. Donc ça nous permet en tant que parents d'être un peu plus au courant de ce que nos enfants aiment ou pas, ce vers quoi ils tendent ou pas, et ça permet aussi de les aider dans ce chemin-là en leur disant ok, bah tiens, tu veux bien m'en montrer une, d'accord, c'est tel influenceur, il fait des blagues, bon ok, c'est des blagues toto, ok, bon voilà, un autre influenceur, et qu'est-ce qu'il fait celui-là, ou qu'est-ce qu'elle fait, et elle parle de quoi, mais elle est où là? Et ben on va, en tant que parents, en tirer des conclusions qui ne sont absolument pas celles de notre enfant, et on va pouvoir, par conséquent, enrichir son propre parcours en lui disant, mais écoute, elle est quand même gonflée, elle a dit ça, ou mais c'est... Ouais. Ouais. D'avoir une discussion en famille, comme on a pu en avoir par le passé autour d'une émission de télé, et il y avait après le débat familial. Tout peut être motif et prétexte à une discussion en famille, à mieux se connaître et à mieux vivre ensemble, en fait. Et pour les parents, petit conseil pratique, plutôt que de leur parler du temps d'écran et de leur casser les pieds avec ça, parlez-leur de leurs influenceurs favoris. C'est un vrai sujet qui les intéresse et vous allez voir, ils vont vous raconter plein de trucs. Alors, le temps d'écran, il n'y a pas de question, mais je vais faire une réponse. Le temps d'écran n'est pas un critère C'est pas pertinent. On est d'accord. Le temps d'écran,
Qu'est-ce qui se passe si vous mettez un temps d'écran et que votre gamin il est en train de faire ses devoirs et qu'en même temps il est en train d'écouter de la musique sur une des applis? Le temps d'écran il tourne et pourtant il fait que d'écouter de la musique. Le temps d'écran n'est pas pertinent. Qu'est-ce que vous dites à un enfant qui est hospitalisé, qui suit ses cours grâce à un robot ou un écran? Qu'il faut qu'il arrête de suivre ses cours parce qu'il est sur un écran. C'est pas un critère pertinent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que ça les amène à penser, à voir? Oui, là, ce sont des questions pertinentes. On peut passer 10 heures à regarder des vidéos de C'est pas sorcier, tiens, c'est un programme qui va parler à tout le monde. Si c'est sur YouTube, ça change que si c'était sur France 3? Non, on est d'accord. C'est pas sorcier. Et pourtant, écran, télé, écran... voilà. Mais par contre, si vous regardez 10 heures de je sais pas quoi, de TikTok, de TikTok, de vomi, de match, c'est pas la même chose. Ouais, on n'est pas dans la même démarche. Que font vos enfants? Qu'est-ce qu'ils aiment? Et comment vous pouvez les aider à diversifier leurs pratiques, ou à avoir d'autres activités? Ça, c'est à vous de voir selon vos curseurs personnels de sécurité, de personnalité, d'activité familiale, de structure, de temps disponible. Voilà. Mais le temps d'écran en soi n'est pas le critère le plus pertinent. Je suis d'accord avec ta réponse à ma non-question. Vas-y, je t'en suis. Je t'en prie, continue. Alors, quel est l'impact des influenceurs sur les comportements des adolescents? C'est comme leur nom l'indique, ils les influencent. Et l'influence qu'ils ont sur eux, elle est pas forcément toujours explicite. Essaye ce nouveau vernis à ongles. Il peut être implicite. Et je reviens un peu sur le point où les influenceurs peuvent suggérer à nos enfants et à nos ados que la vie que ces influenceurs mènent, c'est la vie de tous les jours et la vie de monsieur tout le monde. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est une fantaisie, c'est une fiction. Ce sont d'ailleurs des personnages, les influenceurs sont des personnages publics. Oui. Alors, avant, on pouvait dire un chanteur ou un groupe de musique ou un acteur, il a un personnage public, mais dans la vie de tous les jours, il est différent. Les influenceurs, c'est plus tout à fait ça, puisqu'ils se filment dans tous leurs actes quotidiens, donc on est vraiment avec eux, donc on les voit. C'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité en continu. Mais quel est l'impact que ça peut avoir sur nos enfants en disant, voilà, mais la jeune femme, elle passe sa vie entre coiffure, manucure, restaurant, bronzage, etc. Son mari, qui est peut-être influenceur aussi, il est entre le sport, la manucure, la pédicure. Ouais. Bon, si c'est ça la vie, on a l'impression d'être en vacances à Dubaï à longueur d'année. Mais à nous, en tant que parents, de rappeler les principes de vie, c'est pas la vie. Oui, exactement. Mais du coup, ça répond aussi à la question que j'avais. Quels sont les risques de suivre aveuglément les conseils des influenceurs? Je pense qu'on vient d'être déconnecté, en fait. En étant hyper connecté, vous risquez de vous déconnecter de la vie parce que vous avez des modèles entre guillemets, qui n'en sont pas. C'est ça. Allez, on prend encore 2 questions. Allez, comment savoir si un contenu est sponsorisé par une marque? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Normalement, ça doit être affiché. Et si c'est pas le cas, ça le sera bientôt. Ça peut aider à mieux détecter, et notamment pour le jeune public, si un contenu il est vendu ou si c'est un contenu authentique. Ok, et dernière question. Que faire si je suis victime d'une arnaque sur les réseaux sociaux? Alors là, on quitte un peu le monde des influenceurs. Oui et non, parce que les arnaques, j'ai élargi un petit peu, c'est une grosse partie du business sur Internet. Oui. Avant, on avait des arnaques dans le journal local, comment gagner 10 000 francs par semaine. Ça existait dans les années 80, je m'en souviens très bien. Puisque j'avais eu une discussion avec mon père qui m'a dit, mais c'est quoi cette arnaque? 10 000 francs, c'était une somme déjà colossale pour un mois. Et il se dit, quand la mariée, elle est trop belle, c'est qu'il y a un loup. Voilà. donc, si vous voulez, ça m'a servi quand même. J'avais pas 10 ans que cette manière de réfléchir, en fait, je la mets en application aujourd'hui avec vous. C'est que quand c'est miraculeux, c'est qu'il y a un problème. Donc nous, en tant qu'adultes, c'est plus facile de le déterminer, mais il faut qu'on aide aussi nos enfants à discerner le vrai du faux, le vraisemblable de l'invraisemblable. C'est ça. Et le monde des arnaques est très très vaste. Donc si on se parle de juste une usurpation d'identité qui est déjà une grosse galère en soi, jusqu'à j'ai investi dans un truc, c'était pas vrai.
le champ des possibles est assez large, donc je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Oui, parce que c'est le parallèle que je voulais faire avec la presse locale d'il y a 30 ans ou 40 ans, c'est que avant ça touchait quelques centaines de personnes et maintenant on a des méthodes et des techniques et des outils qui nous permettent de toucher des millions de personnes à la fois. Donc vous aurez toujours une personne un peu plus naïve, un peu plus fragile, un peu plus qui va répondre positivement. Donc on a tous ou presque reçu des mails nous disant qu'on avait hérité de 20 millions de dollars de factures qu'on n'aurait pas payées, de colis qu'on va recevoir, de produits qu'on a commandés mais qui sont pas conformes. En fait, tout existe. Et Internet est pas meilleur ou pire que la vie de tous les jours. C'est les mêmes personnes. Moi, je suis là devant vous en vrai, oui. Stéphane, en ligne pour ceux qui vont nous voir. Et c'est la même personne. Je suis pas séparé en deux. Et donc, si je suis plutôt bienveillant dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de raison que je sois pas bienveillant en ligne. Et si je suis un escroc dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de raison que je me serve pas des outils numériques pour parfaire mon art et arnaquer le plus de gens possible. Donc il y a des outils, on en refera, c'est pas une bonne idée, des outils maintenant d'IA génératif qui créent des dialogues pour arnaquer les gens. Faire croire que c'est un vrai humain derrière qui... Voilà. Donc, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on refera un contenu dédié là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Cyril. C'était passionnant. Merci. Je pense qu'on a traité à peine 30% des questions qu'on a reçues. Et pourtant, j'ai essayé d'aller vite. Et on en a fait pas mal. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, à les laisser en commentaire de la vidéo. On se fera un plaisir de faire un deuxième épisode où on répondra à plus de choses. Il y a encore plein de sujets sur lesquels on veut discuter avec vous. Il y a le harcèlement, cyberharcèlement, temps d'écran, fake news, IA. On en a un peu discuté. Mais voilà, là, c'était un premier jet. Et merci beaucoup. Et surtout, allez voir Génération Numérique, ce qu'ils font, c'est super. Merci. Merci.